du dialogue social en région. C'est un événement inédit pour notre association, mais je crois même d'une façon générale, d'avoir un Tour de France, côté Est. On la fera mieux peut-être l'année prochaine pour la deuxième édition, s'il y a une deuxième édition, en allant un petit peu plus vers l'Ouest et le Sud. Donc, événement inédit avec l'ambition d'observer les pratiques de dialogue social au niveau local et voir comment, face aux différents défis face à nous, les acteurs locaux y répondent. Alors, pour cette première édition, on suit un fil conducteur, d'une crise à l'autre, face à la succession des crises, la concomitance de crises, en quoi le dialogue social joue un rôle pour permettre aux entreprises de la sphère privée, mais aussi de la sphère d'économie sociale et solidaire, parce qu'on aura quelques témoignages. Alors, peut-être pas assis, ce soir, on a un représentant de l'économie sociale et solidaire avec le groupe UP. Comment ces acteurs gèrent ces crises, ils résistent, voire permettent de se remodeler. Alors, ce soir, on est sur la question de l'organisation hybride du travail, donc, et surtout les liens sociaux, comment on entretient ces liens sociaux, notamment depuis la crise sanitaire qui a bousculé les lieux et les rythmes de travail, avec un éclatement de ces lieux, comment les modes de communication ont évolué, mais aussi la qualité relationnelle entre salariés représentants des salariés, entre salariés et management, entre représentants des salariés et direction. Bref, comment dans ce nouvel environnement évolue le dialogue social, comment le dialogue social institutionnel prend en main ou pas ces évolutions et fournit un nouveau cadre. Alors pour la prochaine conférence à Reims, demain, on sera sur d'autres objets de dialogue social, également qui ont émergé ou en tous les cas qui ont été exacerbés par ces différentes crises. La notion de sens au travail qui avec la qualité, les questions de qualité, de sécurité, de conditions de travail sont re-questionnées depuis la pandémie. On aura aussi la question environnementale qui est avant tout un enjeu structurel mais qui a été exacerbé par la crise énergétique. Et la question du pouvoir d'achat, des rémunérations des salariés, elles aussi, on peut amplifier par le contexte inflationniste. Et puis, sur les 2 derniers jours, on s'intéressera peut-être à des pratiques innovantes, enfin, nous l'espérons. À Lyon, ce sera comment le dialogue social peut être un facteur également de gestion des crises, mais dans des entreprises ou des structures, des associations avec des modes de gouvernance et de management hybride. Ça, ce sera à Lyon. Et puis, pour terminer, dans les Hauts-de-France, à Lille, on sera sur un thème qui occupe beaucoup aujourd'hui les acteurs du dialogue social, puisque c'est la transformation, c'est le renouvellement des CSE à l'approche des élections professionnelles. Et on s'intéressera notamment dans les tout petites entreprises à peut-être une partie un peu plus innovante qui est le nouveau rôle de certains CSE dans la négociation collective. On verra que c'est un point qui évolue très fortement. Alors, c'est un événement inédit aussi parce que pour chaque événement, nous avons un partenaire académique. Et je vais donner la parole en quelques minutes. Je remercie beaucoup Aurélien Colson, directeur général de l'ESSEC Irénée, qui nous accueille ce soir. Et puis, je vais terminer, ou plutôt commencer la semaine, même si en général, on fait à la fin, je vais par des remerciements. Remercier les membres de l'association qui se mobilisent pour nous régulièrement, alors que dans les délégations régionales, vous l'avez compris, dans les Hauts-de-France, en Nouvelle-Rhône-Alpes et dans le Grand Est, mais aussi dans des groupes de réflexion thématiques. Alors ce soir, il y en avait plusieurs qui seront ici, notamment ceux qui travaillent sur la question du dialogue, du numérique, l'impact du numérique sur le dialogue social, puisqu'on avait mis en place le groupe en juin 2018, bien avant la pandémie, et ils ont beaucoup travaillé, notamment depuis le 17 mars, à certains 17 mars 2020. Voilà, donc des remerciements aussi aux membres du bureau. Anne Fourneau interviendra aussi ce soir. Je remercie aussi Elsa Martinez, puisque comme tous les membres, cette semaine ne sera sans Elsa, ce ne serait pas possible d'avoir cette semaine du dialogue social. Donc merci à tous et merci à vous d'être présents ce soir et également à l'écran. Je passe la parole à Aurélien Colson. Et bonne conférence.
Merci beaucoup, Maud. Ravi vraiment de vous accueillir tous ici. Quelques mots sur la maison qui vous accueille, puisqu'elle est peut-être moins familière à certains d'entre vous. Donc, il s'agit de l'ESSEC, une vieille maison fondée en 1907, qui est une association de loi 1901, qui a historiquement été engagée sur des questions qui semblaient périphériques dans l'univers des business schools, mais qui sont en fait apparues comme absolument centrales. Aujourd'hui, toutes les écoles parlent de la transition climatique, on en parle depuis longtemps. Toutes les écoles parlent de l'économie sociale et solidaire. La première chaire sur le sujet a été fondée à l'ESSEC il y a 21 ans. Et cette ESSEC a été fondée en 1996, cet institut sur la négociation en large. Alors, ce sont des négociations dans des contextes divers et variés, d'entreprises bien sûr, également dans la sphère publique, puisqu'on travaille beaucoup avec des diplomates. C'était important, évidemment, qu'on s'intéresse au dialogue social. Et je me suis rendu compte avec horreur, il y a quelques années, que le cours sur le dialogue social avait disparu du catalogue des cours à l'ESSEC. Et c'était évidemment une grave lacune. Et donc, on s'est tourné vers les partenaires de réalité du dialogue social pour recréer un cours qui désormais est donné aux étudiants qui l'apprécient et qui trouvent évidemment ce cocktail auquel on est très sensible à l'ESSEC, à savoir de savoir solide, mais aussi de pratique. Et donc, on est ravis de l'équipe formée avec Réalité du dialogue social. Voilà, pas beaucoup plus à dire ce soir, si ce n'est une fois de plus pour vous souhaiter la bienvenue et souhaiter donc une très bonne semaine à votre association au gré des rencontres que vous allez organiser, à commencer par ici. Voilà, nous sommes en région Île-de-France, donc on est en région. Voilà, une conférence de tous. Arnaud qui va vous dire tout ça. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, c'est à nous que revient l'insigne honneur de lancer cette semaine sur le dialogue social en région, et donc en région Île-de-France, effectivement. Un sujet ce soir qui est vraiment au cœur de l'actualité, en tout cas au croisement, il est sur tous. Mais celui-là, évidemment, il est un peu consécutif aux multiples épisodes qu'on a connus ces 2 dernières années, notamment le premier d'entre eux qui a été la crise sanitaire, qui a servi un peu de révélateur de nombreuses tendances auxquelles on était confrontés depuis quelques années, et qui a joué un rôle à la fois d'accélérateur, mais aussi simplement de transformation très importante sur la façon notamment d'aborder les questions du dialogue social. Alors, peut-être pas simplement du dialogue social, on va le voir ce soir avec nos intervenants. Ça touche même au fondement même des relations professionnelles, voire plus loin de l'avenir du travail, en tout cas de la façon qu'on a aujourd'hui de travailler dans un contexte de relations sociales, de relations professionnelles qui sont effectivement hybrides. Et si on a vu, c'est un peu le phénomène de la marée. Donc, il y a le flux, le reflux. La question, c'est où le reflux va-t-il s'arrêter? Donc, c'est un certain nombre de tendances et de questions de fond qui vont être amenées à être débattues, discutées et sur lesquelles on va pouvoir échanger ce soir. Je remercie également du coup RDS d'abord de m'avoir proposé d'intervenir et d'animer cette réunion ce soir en tant qu'administrateur de l'association et représentant mon entreprise, donc le groupe UP. Et je vais donc sans tarder inviter celles et ceux qui vont contribuer ce soir à nous éclairer sur les enjeux. Donc, je vais les appeler, ce n'est pas tout dans l'ordre, et puis évidemment, ce n'est pas paritaire. Mais ça, c'est logique quand on a 5 intervenants. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est dur de faire paritaire. Donc, ce n'est pas dans l'ordre dans lequel cela vous est présenté. Le premier que je vais inviter à me rejoindre, c'est Yann-Noël Larreur, qui est avocat au barreau de Paris et qui est spécialiste. Alors, vous allez voir, je pense que si on devait en choisir un, oui, il n'y a pas de C, ce n'est pas Larcher, c'est Larreur. Alors, je ne sais pas si on dit Larreur d'ailleurs, ou Larreur, ouais. Donc, qui est avocat au barreau de Paris et qui a une double spécialité. Donc, je pense que tu étais parfaitement désigné pour être des nôtres ce soir, à la fois spécialiste en droit du travail et spécialiste sur les questions de droit du numérique. Et donc, c'est un peu la synthèse des deux qui va t'amener à intervenir ce soir avec nous. J'aurai comme deuxième intervenante Pauline de Bec-de-Grès. Pauline est juste là au premier rang. Pauline est maître de conférence à l'ENS Paris. Paris-Saclay. Voilà, Paris-Saclay, je précise le Saclay, important. Nous aurons ensuite Jérôme Chemin, qui représente la CFDT Cadre et qui est délégué syndical, secrétaire général adjoint de CFDT Cadre et délégué syndical également à Accenture. Oui. J'aurai comme quatrième intervenante Anne Fourneau, qui se présente, directrice support et développement d'AXA Santé Collective, qui va notamment nous apporter la vision qu'elle a
de l'impact que ces questions-là, notamment sur le management et les relations professionnelles au sein d'AXA. Et enfin, dernier intervenant, il est juste en face de moi, Mathieu, qui est délégué syndical UGICT-CGT. Donc, UGICT est à la CGT, ce que CFDT cadre est à la CGT, c'est-à-dire simplement l'Union générale interprofessionnelle des cadres et techniciens de la CGT et qui professionnellement, et je pense que c'est aussi pareil, tu avais un peu une double casquette ce soir, en tout cas que tu peux nous apporter un regard plus précis sur les questions du numérique puisque tu es issu d'une petite entreprise, une PME du domaine du numérique qui s'appelle Microsoft. Voilà, grosse PME. Donc pour essayer de cadencer un petit peu les interventions de ce soir, j'ai prévu en fait 2 cycles de questions qui seront un peu les mêmes, et vous allez voir que je vais essayer de rebondir. L'objectif étant, ah oui, on a la souris qui est là. Peut-être que non. Oui, parce que vous avez. Voilà. Comment je fais pour enlever? Voilà. Alors, je vais continuer si vous m'entendez bien. C'est peut-être plus important. A priori, il n'y a pas de problème au niveau du son. Ah oui, c'est pour qu'on puisse avoir le retour d'écran et qui va nous permettre aussi à nous, depuis la scène, d'avoir éventuellement la lecture des messages et des réactions que vous aurez. Étant entendu que c'est effectivement prévu, c'est que vous avez la possibilité d'intervenir ce soir en utilisant les outils que Zoom nous autorise à avoir et donc de pouvoir réagir et poser des questions. Et donc, ayant ce rôle d'intervenant pendant les interventions, j'essaierai de regarder l'écran pour me faire l'écho de ce que vous nous direz depuis votre lieu d'écoute. Donc, comme je le disais, donc deux temps ce soir, dans l'idée étant de pouvoir faire rebondir aussi sur les questions. On va d'abord, puisque le sujet est bien évidemment posé, mais on va avoir un premier temps qui va être plutôt un temps d'éléments de retour sur le diagnostic, ou en tout cas l'analyse qu'on peut faire de la situation actuelle, notamment sur l'impact réel et actuel et passé dans la période récente qu'a eu le numérique sur les relations sociales et les relations professionnelles, avec bien évidemment, sans l'oublier, la dimension, le caractère hybride des relations du travail. Donc ça, c'est la première question. Et puis ensuite, je réinterrogerai nos intervenants plutôt en mode prospectif. Quelle est la vision qu'ils ont alors sur le champ syndical, ça peut être sur le terrain de la revendication, mais aussi sur le plan académique, sur le plan universitaire, ou au titre de l'analyse qu'on peut faire des attentes et en tout cas des projections, sans faire de pronostics, qu'on peut faire sur les questions sociales. Donc Yann Maël, à toi l'honneur. Donc évidemment, alors le temps, je vais aussi avoir cette lourde responsabilité que d'être le maître du temps. Donc on va essayer de faire en sorte à ce que les interventions ne soient pas trop longues, à la fois pour rebondir entre nous, mais aussi pour derrière donner la possibilité aussi à ceux qui sont avec nous en présentiel de pouvoir éventuellement réagir et poser des questions. Donc Yann Maël, quelle est la lecture que tu fais de la situation actuelle, qui est quand même assez déroutante, hein, on est passé d'un monde à un autre. Et aujourd'hui, en tant qu'avocat, notamment au regard des sujets et des dossiers qui te sont soumis, quelle est l'analyse que tu fais de cette situation avec le caractère très impactant de l'évolution du numérique sur les relations sociales? Alors moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'on soit passé d'un monde à l'autre. J'ai plutôt l'impression qu'il y a des gens qui ont découvert qu'il y avait un autre monde qui existait. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas attendu finalement la crise Covid pour s'intéresser au numérique et au dialogue social. Alors moi, par dialogue social, j'aime bien prendre une définition plus large que les rapports formels institutionnalisés, notamment par le Code du travail, mais dans une plus grande perspective, tout ce qui concourt au dialogue dans les entreprises, dans la société, et un petit peu dans tous les sens, à l'image du dialogue qui se passe aujourd'hui sur les outils numériques. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a changé, mais ça fait déjà plusieurs années que c'est en émergence, c'est le dialogue un peu brouillon, un petit peu protéiforme sur les réseaux sociaux. Et ça vient bouleverser pour moi profondément ce qui était le dialogue social institutionnalisé, et puis ce qui était aussi le rôle de chaque individu, de la place de chacun, de la façon dont on recevait les informations. C'est vrai qu'avant, les salariés, quand ils voulaient des informations sur leur entreprise, ils n'avaient pas le choix. C'était des informations qui venaient du bouche à oreille à l'intérieur de l'entreprise en mode rumeur, soit c'était les tracts syndicaux, soit c'était la parole de l'employeur. Et bien aujourd'hui, l'un des premiers canaux qu'ils utilisent, c'est les réseaux sociaux. Ils vont
avant même d'être recruté dans l'entreprise, regarder ce qu'on dit de l'entreprise. Alors, parfois, c'est faux, parfois, c'est très vrai, mais en tout cas, ça bouleverse aujourd'hui les canaux de l'entreprise et ce qu'on peut attendre en termes d'information. Pour moi, la révolution, c'est ça, c'est d'abord une révolution des usages et d'accès à l'information. Avant, c'était l'entreprise et les syndicats qui contrôlaient finalement les informations qui diffusaient. Et aujourd'hui, c'est plutôt les salariés qui les diffusent, alors souvent de manière très anarchique, puisque ce n'est pas encadré, ce n'est pas accompagné, c'est avec des risques aussi, on reviendra peut-être dessus, parce que le salarié n'est pas protégé aujourd'hui quand il émet des informations sur son entreprise. Il a toujours le devoir de loyauté. Et on voit de plus en plus d'affaires où des salariés finalement sont rattrapés parce qu'ils ont fait un tweet, parce qu'ils ont créé un compte pour dénoncer leur entreprise sous un pseudonyme, mais ça ne les protège pas. Finalement, il y a des protections qui existent pour les syndicats et ça n'existe pas aujourd'hui pour les salariés. Il y a le lanceur d'alerte, mais bon, finalement, le lanceur d'alerte numérique, derrière un compte Twitter, le juge, il n'a pas encore pris ça en compte. Et c'est des vraies questions qui se posent et ça bouleverse toutes les organisations. On l'a vu, on le voit très, très régulièrement à travers la jurisprudence. Il y a des emplois qui sont en jeu, il y a des entreprises qui peuvent péricliter à cause d'un tweet aujourd'hui d'un salarié. Je ne suis pas là pour dire si les tweets sont justes ou pas justes, et voilà, ça bouleverse tout. D'accord, donc selon toi, c'est pas la crise, notamment la crise sanitaire, Covid, qui a fait évoluer les choses. Elles étaient déjà là. Pour moi, il y a eu un phénomène d'accélération ou de prise de conscience. Ce n'est pas accélération, pour moi, c'est plutôt un révélateur. C'est un révélateur parce que on s'est rendu compte que déjà qu'il y avait plein d'autres outils qui n'étaient pas ceux de l'entreprise que les gens utilisaient pour communiquer, dans la précipitation, on a confronté aussi les gens qui travaillent avec le numérique et puis finalement ceux qui utilisent le numérique, mais pas que dans leur travail. On a vu aussi une dichotomie importante entre finalement ceux qui étaient censés maîtriser le numérique, les cadres, et puis les employés lambda qui n'étaient censés pas pouvoir télétravailler. Finalement, on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient assez souvent les bons usages et que finalement, la culture du numérique, elle n'était pas toujours partagée tout en haut par les organisations. Je pense que c'est plutôt une révélation qu'un bouleversement. D'accord, merci Yann-Maël. Pauline, du coup, c'est la même question, mais alors, du coup, peut-être d'un point de vue plus académique. Oui, en fait, moi, je vais compléter ce qu'il y a avant avec un autre angle d'attaque. C'est vraiment de dire qu'il n'y a pas eu de bouleversement entre les salariés et les directions, ce que vous avez dit, mais plutôt au sein des syndicats et entre les syndicats et la direction. C'est-à-dire que la crise Covid et toute la mise en place de la négociation hybride, c'était un peu négocié avant dans les accords, c'était très peu mis en place, de ce que j'ai observé. Et d'un coup, ça a été vraiment en mars 2020, on a été obligé de négocier à distance, on a été obligé de tout mettre à distance, puis après de reprendre en hybride. Et en fait, là, vraiment, ça a obligé les directions et les syndicats à évoluer à ce niveau-là. Pour moi, il y a vraiment une révolution à ce niveau-là, vraiment entre les négociations et les directions et les syndicats. Vraiment un premier impact. Il y a toute la disparition, c'est Goffman et Friedman qui en parlent en disant tout le côté théâtral, vous êtes en réunion, vous négociez, on joue le théâtre, on joue une pièce de théâtre et puis en coulisses on négocie. D'un coup, on se retrouve à négocier en visio, donc on ne va pas faire des éclats de voix parce que ça ne sert à rien. On n'a pas forcément les caméras, donc tout le côté gestuel disparaît aussi. Ce qui fait qu'il y a vraiment une transformation du dialogue social à ce niveau-là. Il y a eu aussi une transformation du dialogue social entre syndicats eux-mêmes. C'est-à-dire, là, je pense que Jérôme va compléter tout à l'heure, mais on était vraiment, on a des syndicats qui se venaient régulièrement, qui étaient tout le temps ensemble. Et puis, en fait, les réunions, il y a une partie où ils sont à distance, d'autres qui sont présents. On a des syndicalistes qu'on ne voit pratiquement plus. Donc, il n'y a plus l'implication de certains syndicalistes. Donc, il y a vraiment une révolution à ce niveau-là. Il y a beaucoup moins de révolution, en effet, sur salariés et direction ou salariés syndicats, parce qu'il y avait déjà tous les groupes Facebook, les groupes LinkedIn, on pouvait voir ce qui se passait, on pouvait tout suivre. Les syndicats pouvaient discuter, ils avaient des applications ou des groupes d'échange. Enfin, c'était assez bien fait. Mais c'était vraiment ces deux grands niveaux qui ont évolué et on a vraiment vu une révolution. Et cette révolution, elle s'est poursuivie dans le temps. C'est-à-dire que même si on est passé sur un mode hybride,
on n'a pas toujours, dans les réunions de négociation, on n'a pas toujours tous les syndicalistes qui sont présents. Ce qui fait lorsqu'on avait fait notre recherche, on a vu de certains éléments, c'est ceux qui étaient vraiment, qui avaient décidé d'adhérer au syndicat, de représenter pour avoir une vraie mission, étaient très actifs, et ceux qui étaient plutôt dans une situation un peu, voilà, je suis là parce qu'on m'a demandé, et puis c'est un peu pour aider, mais en même temps, je ne suis pas très motivée ou je veux être protégée, en fait, ils ont disparu du radar de la négociation. Donc, on a vraiment eu un tri aussi entre les vrais syndicalistes motivés et ceux qui étaient moins actifs et qui étaient plutôt là pour dire qu'ils étaient présents. Donc, il y a vraiment eu cette évolution-là, et ce qui fait qu'on a un isolement qui s'est fait avec certains syndicalistes qui se sont mis de côté, et on a aussi des groupes très actifs qui ont continué à être actifs. Donc, c'est vraiment l'objet de mon propos, c'est de dire qu'il y a une révolution dans les syndicats et entre syndicats et direction, et beaucoup moins sur syndicats salariés ou direction salariée. D'accord. Donc ça, c'était un sujet important quand en préparant nos échanges de ce soir. C'est vrai que c'est en tout cas un aspect que je n'avais pas du tout analysé. Le rapport entre comment les relations sociales de nature physique, finalement, le fait d'être ensemble autour d'une table, pouvait finalement être complètement remis en cause par à la fois le caractère hybride ou complètement à distance, ou un certain nombre d'éléments, comme notamment les discussions de couloir qui pouvaient jouer un rôle important sur la façon qu'on avait de négocier, a pu être impacté par cette évolution-là. Et est-ce qu'aujourd'hui, on sent un petit retour en arrière ou est-ce que les us et coutumes et les habitudes de rapport à l'utilisation des outils numériques permettent finalement d'imaginer de nouvelles formes de relations sociales dans les entreprises? Alors, en fait, on a vu que ça se continue en hybride. Ce qui fait qu'en fait, tout ce qui est la partie théâtrale, elle est quand même disparue, ou en réunion, elle est beaucoup présente. Toute la partie coulisses, elle est encore présente. C'est-à-dire qu'on n'a plus côté théâtral en réunion, mais avant, il y a des réunions en visio qui se font pour préparer ces négociations-là. Et donc, il y a toute la partie coulisses qui se fait entre directions syndicales, mais aussi entre syndicats eux-mêmes, où ils vont se coordonner en disant est-ce que tu vas à la réunion? Oui. C'est toi qui est plutôt actif, ou moi qui est plutôt actif. Comment est-ce qu'on prépare ça? Ce qui fait c'est assez intéressant, c'est qu'il y a une centralisation sur certains secteurs. On avait un dialogue social où on avait des équipes syndicales un peu plus étoffées, et là, on a un acteur majeur qui va être présent pendant toute la négociation, sur qui le syndicat va laisser donner les actions à faire, et donc il va être vraiment l'acteur majeur. Si avant on avait des dialogues entre certains syndicats ou même en intersyndical, c'est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Donc, ça a vraiment changé cette partie négociation théâtrale, mais ça n'a pas changé la partie en coulisses, ce que dit Goffman, la partie théâtrale et en coulisses. Merci Pauline, d'autant que ça me permet de faire le lien directement avec Jérôme, comme quoi pour le coup cette partie-là n'avait pas été travaillée. Mais peut-être du coup une question à laquelle tu pourras répondre dans un deuxième temps, mais je la dis tout de suite pour ne pas la perdre. On entend qu'il peut y avoir quelques militants syndicaux qui vont avoir du mal à s'impliquer dans ce contexte nouveau et voire facteur de démobilisation, perte de lien de proximité. Et en quoi est-ce que le numérique, finalement, et le caractère hybride est susceptible d'influer sur la capacité pour certaines personnes à ne plus s'impliquer et à ne plus s'investir dans le champ des relations sociales dans les entreprises? Donc, c'est complémentaire à la Je vais la garder dans un coin de la tête, celle-là, d'accord. Déjà, merci pour l'invitation. Alors, comme le disait Maud, c'est un sujet qu'on travaille depuis 2018. Ce qui est intéressant, c'est, je dirais, avant crise, après crise. Avant crise, il y avait coexistence de pratiques très différentes selon l'activité et la maturité de l'entreprise sur le numérique. Et les deux coexistaient, c'est-à-dire qu'il y avait un dialogue social qui était déjà numérique dans certaines entreprises et un dialogue social qui était purement présentiel, sans outils numériques, avant la crise. Et ces deux modèles-là existaient avec leurs avantages et leurs inconvénients. Ça fonctionnait. Ce qui est arrivé en mars 2020, c'est que finalement, on n'a subsisté qu'un seul modèle. Donc, ceux qui étaient déjà se disaient « youpi, on va voir à grande échelle si ce qu'on a mis en place fonctionne ou pas ».
Et puis, ceux qui n'y étaient pas du tout, il a fallu faire rentrer du 38 dans du 36. Et là, évidemment, c'était beaucoup plus compliqué. Et la difficulté, évidemment, c'est que la deuxième maturité, c'est qu'il ne faut jamais oublier, évidemment, que les représentants du personnel, et j'insiste à chaque fois en disant, ce sont des salariés d'entreprise, avant tout. Le droit a voulu que les représentants du personnel ne soient pas des personnes parachutées de nulle part, mais ce sont véritablement des salariés. Et ils ont les mêmes avantages, et ils ont les mêmes défauts que les salariés lambda. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être un super geek dans une entreprise qui n'est pas du tout numérique, et regretter peut-être que certaines choses fonctionnent moins bien que s'il y avait un bel ordinateur derrière tout ça. À l'inverse, être complètement nul dans une entreprise numérique. Les deux se voient. C'est difficile de les cacher. La deuxième chose importante, je pense, c'est sur les moyens de négociation. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé aussi à négocier des accords qui n'étaient pas des accords valables 3 ans sur des thèmes qu'on allait pouvoir déployer sur un long terme, etc. Non, on négociait pour des trucs le lundi qui devaient être appliqués dès le vendredi. Si ce n'était pas déjà négocier des trucs le lundi, qui devaient déjà être appliqués la semaine d'avant, parce qu'on était super en retard. Donc on a eu aussi une espèce de temps qui s'est complètement disloqué, avec des tolérances très grandes. Vous savez que les syndicalistes, ils sont très rigoureux, il faut envoyer les documents une semaine avant, sinon on bloque la réunion, on n'est pas content, on frappe du poing sur la table, etc. Là, on a complètement ouvert les vannes. On acceptait d'être consulté avec des documents sur pièce, etc. On a été dans la conciliation. Certaines directions d'ailleurs dit qu'ils avaient découvert leurs OS, et vice-versa. Les OS ont découvert les directions dans une espèce de dialogue où se disant on ne sait pas trop comment on va faire, mais on va essayer que ça fonctionne. On va essayer que ça marche à peu près, etc. Est arrivée ensuite une autre problématique j'aime bien faire le parallèle avec on est sur la négociation ce soir, je sais qu'on a une table ronde sur le dialogue social, mais j'aime bien faire un parallèle avec ce qui se passe dans le travail aussi, parce que finalement, ce qui se passe dans le travail, c'est pas très différent de ce qui se passe dans le dialogue social. Et on a eu une problématique, par contre, et là, quelle que soit l'entreprise qui était touchée, une problématique importante, ce sont les outils de communication qui ont été utilisés. C'est-à-dire que les directions se sont retrouvées complètement dépassées parce qu'elles avaient d'un côté les outils qu'elles maîtrisaient, Office 365, Teams, etc. Et puis, alors là, des trucs sur lesquels elles n'avaient absolument pas la main. Comment ça, ils utilisent WhatsApp pour discuter entre eux? Non, mais attendez, moi, je vois rien, je ne suis pas dans le groupe. Comment ça se fait que je ne sois pas dans ce truc-là, etc. Qu'est-ce qui se dit? Est-ce que ce qui se dit est correct? Est-ce que je ne suis pas en train de risquer mon rôle d'employeur si un salarié en insulte un autre dans cet outil-là, etc. Tatati, tatata. Et ça a été pareil pour les négociations, c'est-à-dire qu'on a dû inventer tout ce qui se disait. Et là, je fais un comparatif avec le monde du travail. Tout ce dialogue informel qu'il a fallu formaliser. Et ça a été évidemment très compliqué parce que le dialogue social a quand même été, je dirais, dans sa dynamique, a été un petit peu rompu quand même. Quand vous êtes en négociation, vous aimez bien appuyer ce qu'a dit votre collègue syndicaliste d'un autre syndicat, vous aimez bien vous mettre tous les deux contre la direction, c'est bien que l'ennemi commun rassure, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, c'était quand même très codé. Il fallait lever sa petite main jaune dans Teams pour attendre de prendre la parole. On n'avait souvent pas allumé la caméra, donc les directions nous disaient « je balance ». Une remarque, quand vous êtes dans la salle, je vous vois trépigner, lever les yeux au ciel, claquer une porte, etc. Là, je lance quelque chose, j'ai 40, comme je l'ai là ce soir, j'ai 40 noms qui apparaissent en face de moi, je ne sais absolument pas la réaction. Et je ne sais même pas si les gens derrière sont en train de m'écouter. Bon, généralement, en présentiel, ils m'écoutaient des fois pas plus, mais je le voyais. Là, je ne sais pas. Donc, comme je suis un délégué syndical ou une direction assez confiante, je me dis, bon, je pars du principe qu'ils m'écoutent et qu'ils ont compris ce que j'ai dit. On va voir s'il y a des questions qui arrivent. Voilà. Et la différence, elle est là. Et je dirais, après, il a fallu revenir sur l'après. Et l'après, moi, je dirais que presque le Covid la période Covid a été difficile pour tous. Et la période où on est actuellement l'est tout autant. Voire plus, parce que la période Covid avait quand même un avantage énorme, c'est qu'on se disait un jour ça va s'arrêter. La période qu'on vit actuellement, moi je ne sais pas lui mettre une fin. Et la période actuellement, qu'est-ce qu'on voit? On négocie aujourd'hui des accords de dialogue social à distance dans les entreprises, avec des pratiques très différentes d'une boîte à l'autre. Voilà, j'en parlais tout à l'heure avant la réunion, des organisations syndicales qui disent « Ah non, le CSE, ça peut être en distanciel à la rigueur, mais les négos, sûrement pas, parce qu'il faut qu'on voit comment on interagisse, etc. » D'autres qui vous disent « Ah ben non, le CSE, il faut que ça soit en présentiel, on est 35, comment voulez-vous que ça marche ?» Les négos, on peut être en hybride, en plus entre nous,
On a des élus qui étaient en région, on faisait déjà avant le Covid et ça fonctionne parce qu'on avait cette maturité. Donc, on voit déjà que les pratiques d'une boîte à l'autre ne sont pas les mêmes. Et je le disais aussi tout à l'heure, on a vu une chose absolument exceptionnelle, c'est que bon, les guéguerres entre organisations syndicales, on connaît, c'est à peu près géré, c'est plus ou moins. Ce qu'on connaissait peut-être un peu moins, c'est les guéguerres à l'intérieur des équipes syndicales. Et je peux vous dire que moi, j'ai vu des trucs. Autant on n'est pas d'accord sur une NAO, l'égalité pro, on avance nos arguments, etc. Là, quand il a fallu négocier les accords de dialogue social à distance, est venu un élément qu'il n'y a pas sur les autres négos, c'est l'élément personnel. Chacun avançait ses arguments en fonction de sa situation personnelle. Ah ben non, mais moi je veux que les CSE restent à distance parce que moi ça me permet d'aller chercher mon enfant à 16h30 ou de faire une lessive pendant les activités sociales et culturelles. Voilà, donc il y a eu véritablement des fractions, vraiment des scissions dans certaines équipes, alors qui sont résolues. Hein, ça n'a pas fait, enfin, sauf à ma connaissance, ça n'a pas fait exploser des équipes. En tout cas, les débats ont été très très vifs, et on a énormément de difficultés aujourd'hui, hein, nous syndicalistes aussi, à faire revenir les gens en réunion. Et vous avez aujourd'hui des réunions syndicales hein, qui sont en hybride. Avant, c'était très simple. Hein, vous aviez 14 syndicalistes et la direction dans la salle, et puis 4 personnes à distance qui s'excusaient de ne pas être là. Aujourd'hui, vous avez 14 personnes à distance, souvent, et 4 personnes dans la salle. Avec évidemment, je le disais, parce que je le vis moi dans mon entreprise, hein, on ne projette plus sur écran. Comme on diffuse la présentation sur Teams pour ceux qui sont à distance, on vous invite vous aussi à être dans la salle, à vous connecter à Teams et à lever la petite main jaune alors que vous avez le DRH qui est en face de vous. Voilà la situation, on en est aujourd'hui. Et pour finir, parce que je suis trop long, et pour répondre à moitié à ta question, il y a quand même une petite inquiétude pour nous, salariés du privé, c'est qu'il y a les élections CSE qui approchent, un renouvellement des mandats dans pratiquement, grâce à M. Macron, dans 90% des boîtes, puisque tout le monde est en même temps maintenant. Moi, je dis un truc très clair, je ne suis pas réellement inquiet pour les élections 2022-2023. Je suis beaucoup plus inquiet pour les élections 2026-2027. Comment allons-nous faire aujourd'hui du syndicalisme quand non seulement les salariés ne sont plus dans la boîte, mais quand certains syndicalistes ne sont plus non plus dans la boîte? Voilà. Merci Jérôme, c'était très complet et presque moins bavard que d'habitude. Oui, c'est vrai, hein, je m'améliore. Voilà. Donc, on se le garde pour après, hein, mais c'est vrai que ça me permet de revenir aussi sur le travail qui est fait au sein de VRDS, hein, parce qu'il y a une analyse qui a été faite de très nombreux accords télétravail qui ont été menés. Donc, je vous invite à voir le lien, à aller sur le site de VRDS et à essayer de les télécharger. Je fais même de la publicité pour l'association. Mais c'est intéressant de voir aujourd'hui, puisqu'on en a eu énormément, comment les acteurs du dialogue social dans les entreprises se sont emparés de cette question-là. Et c'est très révélateur de la façon dont à la fois les employeurs, mais aussi les salariés ont abordé cette question et comment elle a évolué dans le temps, notamment suite à la période Covid qu'on a connue. Maintenant, je vais donner la parole à Anne. Donc, je vais poser la même question, mais si ce n'est que Anne va vraiment davantage nous parler plus que de dialogue social, de lien social dans les entreprises, et notamment de ce rapport au management, en tout cas des rapports, des liens sociaux dans les entreprises, et comment ce caractère hybride de la relation de travail a aussi fait évoluer la relation entre les managers, ceux qui ont la responsabilité d'animer une équipe, et l'ensemble des autres salariés qui travaillent avec eux au quotidien. Voilà, c'est cette partie du dialogue social dont parlait Yann Maël. Donc, sur ce diagnostic, en fait, pour AXA, donc là, c'est vraiment le cas d'une entreprise qui était plutôt avancée en matière de télétravail, puisque le premier accord de télétravail date de 2016. Donc, en fait, le diagnostic qu'on peut faire aujourd'hui, c'est certes celui de l'impact de la crise sanitaire, mais c'est aussi celui d'une première période où le télétravail était une tendance. Donc, on avait 60% des collaborateurs qui pratiquaient le télétravail au moment du confinement. Et puis, évidemment, le confinement a fait que du jour au lendemain, on est passé en mode 100%. Et depuis 2021, il a fallu effectivement faire revenir les collaborateurs dans l'entreprise, puisque l'entreprise a vraiment fait ce choix du collectif et de la nécessité de faire revenir les personnes, sachant qu'évidemment, après n'est pas égal à avant. Donc, je ne parlerai pas de révolution, mais plutôt d'accélération, moi, pour le coup, puisque aujourd'hui, 100% des collaborateurs ont accès à cette formule de travail hybride, donc avec un temps de télétravail qui est de l'ordre de 3 jours par semaine, ce qui est plus qu'avant. Voilà, donc renforcement du télétravail. Alors, la conséquence de tout ça, c'est évidemment
notamment pour le management, mais aussi pour l'entreprise, la perte de l'unité de temps et de lieu pour ce travail, et donc une plus grande distanciation entre les collaborateurs et le management et entre les collaborateurs et l'entreprise, qui fait craindre en fait une perte d'engagement de la part des collaborateurs. Donc ça, c'est vraiment le sujet sur lequel l'entreprise s'est attachée à travailler depuis la reprise sur site avec les organisations syndicales et les représentants du personnel pour renforcer l'engagement et travailler essentiellement sur le collectif. En termes de conséquences, ce qu'on peut aussi signaler, c'est que pour les salariés, ce travail hybride, c'est plus de liberté. Jérôme parlait de capacité à faire une lessive entre deux réunions, etc. Donc c'est vrai, c'est plus de liberté. C'est aussi probablement plus de risques, en particulier pour les salariés en situation de fragilité. Donc ça, c'est également un point d'attention. Et puis pour les managers, c'est carrément la transformation du métier. Donc on voit aujourd'hui les managers de proximité qui, pour certains, sont en grande difficulté parce qu'ils ont toujours les mêmes responsabilités, hein, faire avancer l'équipe, être garant de la performance, prévenir les risques psychosociaux, organiser la charge de travail, garantir des conditions de travail favorables, etc. Sauf que tout ça, ça doit se faire avec des collaborateurs qui sont là, pas tous en même temps, etc. Donc, vraiment une situation d'inconfort, une perte de repères qui est absolument évidente. Et c'est là-dessus aussi, pour préserver le collectif tout en favorisant l'atteinte d'objectifs d'aspiration individuelle. C'est surtout ça qu'il va falloir travailler, c'est le challenge. C'est vraiment transformer la culture managérielle et faire en sorte que les managers s'approprient ce travail, non pas à distance, mais hybride, parce que finalement, je pense que c'était peut-être plus facile par certains aspects à distance. Aujourd'hui, c'est l'hybridité qui était une tendance avant le confinement, qui est aujourd'hui la norme et que toute l'entreprise doit s'approprier. D'accord, donc c'est le caractère hybride ou par rapport au fait qu'on soit complètement à distance qui finalement était plus facile. Par certains aspects, mais en tout cas, on a vu des situations très compliquées de salariés en état d'épuisement, d'isolement, etc. Donc, pour ces sujets-là, je ne dirais pas que c'était plus facile totalement à distance, mais en tout cas, pour certains sujets, oui, peut-être. D'accord, merci Anne. Donc Mathieu, dernier intervenant pour la première sortie de questions. Donc, tu représentes le GICT CGT, moi qui ai la chance aussi de beaucoup échanger avec beaucoup des acteurs du dialogue social. Ça fait déjà plus de 10 ans qu'on entendait à l'UGICT parler de droit à la déconnexion. Donc, c'est un des sujets qu'on vient d'évoquer, en tout cas affleuré. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire aussi du positionnement de l'UGICT CGT sur la question de l'impact du numérique, on va dire avant la période de crise, et qu'est-ce que la crise apporte comme enseignement sur le plan de la revendication sociale et syndicale? Avant, on va dire, cette période de mars 2020 qui est un catalyseur du phénomène, on commence déjà dès 2014 à avoir une forme d'explosion, entre guillemets, du télétravail non encadré, du télétravail gris. Et puis, ça correspond aussi avec une généralisation de l'accès au débit et donc à la fois la possibilité et donc l'envie qui vient avec d'avoir des collectifs de travail qui sont un peu plus éclatés. Alors, évidemment, grande disparité dans le paysage entre les entreprises qui sont déjà très acculturées dans ces pratiques et d'autres qui le sont beaucoup moins, qui sont beaucoup plus sur le présentiel. Et donc, à peu près vers 2018, on démarre une campagne pour la NAC, autrement, avec tous ces aspects qui commencent à vraiment émerger en partie visible de l'iceberg, que ce soit les RH de proximité, le management de proximité et tous les usages de l'outil numérique pour les salariés et les agents publics. Alors évidemment, la période Covid va catalyser tout ça et le faire remonter de manière assez générale. Et pour autant, même dans les entreprises acculturées déjà assez pratiques, on voit apparaître les premiers symptômes, les premiers effets de bord qu'on n'avait pas forcément anticipés et qui se révèlent d'ailleurs aussi bien dans l'exercice travail que dans l'exercice syndical, avec tous ces phénomènes de réunions qui s'enchaînent sans temps mort. On n'a plus ces temps morts à la fois sociaux et à la fois de repos intellectuel, le fait de se lever de son bureau, d'aller à la machine à café, tout ça, on n'a plus. Parce que la distance bureau-machine à café s'est trouvée très réduite. Et tout ça, ça émerge dans les deux mondes. Et on voit finalement qu'on peut établir un parallèle en termes d'organisation entre les collectifs de travail et les collectifs syndicaux, où si on n'a pas pris le temps de reposer les fondamentaux
et de repenser l'organisation et la façon dont on va à la fois gérer la relation et aussi les temps. Parce que la transformation numérique du travail a introduit des temporalités qui sont très différentes et crée des grands écarts sur le travail et aussi l'exercice syndical. Et là, on avait aussi une unité de lieu qui disparaissait. Alors, certaines entreprises y étaient déjà un peu acculturées lorsqu'elles étaient notamment des multinationales avec des coopérations qui se font à travers les pays, voire les continents. Et pour autant, là, au sein d'un même collectif social, on va dire, parce que des gens qui travaillaient ensemble tous les jours, là, on avait cette unité de lieu qui était rompue. Et alors, la partie la plus difficile, probablement, elle a été pour le management de proximité, qui donc, lui, se retrouvait en tout le grand écart à la fois entre sa hiérarchie et son collectif organisé, et lui-même avec sa propre relation au travail et à ce travail. Et donc, tout ça, il a fallu le mettre en place. Donc, nous, ce qu'on a pu voir, c'est que les entreprises ont improvisé, plutôt bien, plutôt mal. Il y a aussi une grande disparité, une grande variabilité. L'éternelle question, c'est de reposer les fondamentaux, notamment par l'usage des outils. Certains ont mis en place de nouveaux outils à cette occasion, et comme bien souvent, quand on met en place de nouveaux outils, notamment les réseaux sociaux d'entreprise, on met en place l'outil avant de penser l'usage, et derrière, résistance au changement ou pas, l'utilisation va souffrir d'une non-homogénéité, d'une non-cohérence, et souvent, les outils qu'on va utiliser parce qu'il faut le faire, mais sans y avoir réfléchi collectivement sur l'appréhension et l'appropriation. Et bon, tout ça, évidemment, a duré pour certaines entreprises 2 ans, avec des gains quand même assez importants. Il y a une étude récemment de Malkoff Humanis sur le fait que les RPS sont passés devant les TMS, une première affection. Tu peux préciser, parce que moi je sais, mais oui, pardon, donc les risques psychosociaux, que je préfère appeler risques organisationnels, sont passés devant les troubles musculo-squelettiques. Alors que pendant le confinement, on aurait peut-être pu s'attendre quand même à ce que les troubles musculo-squelettiques restent en tête du peloton, puisque l'équipement est quand même aussi une grande variabilité entre les entreprises. Donc, alors là aussi, on ne pose pas les fondamentaux. Donc, la brochure de l'INRS sur l'ergonomie du poste de travail sur écran, c'est assez simple. Il y a une seule illustration qui permet de couvrir tout le sujet. Et malgré ça, on a quand même vécu des situations très, très, très différentes. Donc, globalement, bon an, mal an, un télétravail plutôt en mode dégradé, globalement, alors qui va de toute façon être confronté au fait que bien souvent, et ça on le constate, il y a quand même une appétence, un désir de pouvoir continuer à vivre le travail hybride, à vivre le télétravail pour les salariés. Mais c'est toujours un oui, mais évidemment, parce qu'il y a des contraintes. Donc, contraintes soit d'équipement, contraintes soit de frais professionnels. Donc là, comme le disait Jérôme, on pensait que la fin du Covid nous permettrait de quitter cette zone un peu d'incertitude. Et pourtant, on est rentré de plein fouet dans une deuxième. Là, je pense notamment à l'incertitude sur le coût énergétique et du climat hivernal à venir, avec des entreprises qui, au sortir du Covid, envisageaient de faire un petit peu revenir tout le monde à la maison. Ils se disent que finalement, si on corrèle ça au choix du gouvernement de faire réduire la facture énergétique des entreprises, on va peut-être inciter les gens à travailler davantage chez eux et s'en remettre. Quand tu disais revenir à la maison, c'était rester à la maison en fait. Revenir à la maison, revenir au bercail. Et là, qui se disent que finalement, peut-être qu'on pourrait invoquer le 22-11 et le télétravail exceptionnel et se dire que tout le monde chez soi et couper le chauffage de l'entreprise, ça pourrait être une bonne idée. Donc, à nouveau, une incertitude parce que les salariés, eux, pourraient vouloir le contraire, être plutôt en sortie de Covid sur une volonté de poursuivre un télétravail, voire de l'accentuer, dans une bonne mesure et un bon équilibre, évidemment, et qui, confrontés à des difficultés cet hiver, pourraient se dire que non, moi, je n'ai pas envie qu'on m'oblige, entre guillemets, parce que le télétravail ne peut pas être obligatoire, sauf cas exceptionnel très, très limité, à retourner dans l'entreprise. Donc, à nouveau, on pensait revenir dans la certitude et voir comment ça atterrissait post-Covid. Et puis, finalement, non, on va peut-être retomber dans une situation où de nouveaux usages, de nouveaux choix. Donc, à suivre. Voilà, donc c'est un éternel recommencement. Oui. Peut-être justement, ça va permettre aussi, c'est qu'en fait, on a constaté, c'est l'analyse qui avait été faite, donc une analyse à chaud de tous les accords télétravail qui ont été signés, négociés
finalement quasiment, parfois même en période de crise, donc des accords négociés dans le contexte d'une négociation à distance, qui était, je pense, pour beaucoup de négociateurs et de représentants des salariés et de direction de première. Et est-ce qu'on a aujourd'hui une tendance à la renégociation de ces accords, ou en tout cas une forme de remise à plat des accords? La question s'adresse autant à Jérôme qu'à toi, Mathieu. Ou est-ce que, pour le moment, on se satisfait de cet entre-deux en attendant de voir ce qui va se passer d'ici la sortie d'hiver, avec notamment l'impact de la crise énergétique, qui d'ailleurs donnera certainement lieu aux autres débats du dialogue social sur la question du dialogue social et transition énergétique? Peut-être, je dirais non. À la fois parce qu'il y a encore beaucoup d'entreprises qui n'ont pas d'accord télétravail. C'est-à-dire que la charte télétravail qui est possible n'a pas soulevé un engouement vraiment notable. Donc non, renégocier. Et pourtant, pour certains, ça serait nécessaire parce qu'effectivement, un des écueils de la négo en période de confinement, donc en période de télétravail exceptionnel, ça a vraiment biaisé point de vue sur le télétravail. Donc des accords qui ont été négociés vraiment en pensant uniquement au télétravail exceptionnel, ce qui devrait être la minorité des cas, bien évidemment. Mais pour autant, pas forcément de volonté de renégocier. Espérons, si jamais il y a un réel impact énergétique, et bon nombre d'accords ont quand même des lacunes sur les frais professionnels, espérons qu'il y ait quand même un consensus sur le fait de vouloir renégocier au moins cette partie-là, sans avoir à dénoncer l'entièreté de l'accord. Du coup, Jérôme, je pense que on peut tous réagir par rapport à ce point-là, puis ensuite je referai mon deuxième tour, on est dans les temps, donc pour le moment c'est parfait, on va avoir le temps de revenir sur la deuxième salve de questions. Donc Jérôme, mais je vois que Yann Maël aussi réagir. Sur le numérique, puisque c'est le sujet aussi, c'est ce que j'appelle le numérique en cascade. C'est-à-dire que le numérique a permis en effet le développement du télétravail. Et là, dans les boîtes qui sont bien avancées sur le télétravail, on est dans la vague 2 actuellement. Et moi, je suis énormément sollicité sur la question, parce que c'est aussi un de mes sujets, étant dans la boîte Accenture qui l'a importé en France, à savoir le flex office. C'est-à-dire que là, le flex est en train d'exploser actuellement. Toutes les organisations passent en flex, entreprises publiques ou privées. Il n'y a plus du tout de secteurs qui sont épargnés aujourd'hui. Et ça apporte forcément un impact parce que qui dit flex dit évidemment moins de place dans les bureaux, donc plus de télétravail, un accueil dans certaines boîtes un peu plus difficile, donc des gens qui vont pratiquer ce que j'appelle le télétravail faute de mieux. Si je ne suis pas si bien accueilli que ça dans les locaux d'entreprise, je vais peut-être rester chez moi parce que c'est mieux. Les boîtes qui vont donc constater que finalement, ils ont encore trop de place assise, donc proposer encore plus de télétravail et on risque de tomber un peu comme le hamster dans la roue, ça va s'accélérer en gros. Et je pense que je rejoins, c'est que les accords télétravail en ce moment ne sont pas renégociés. Faut savoir qu'il y en a aussi, là je fais une petite pique vis-à-vis de certaines entreprises, il y a des accords d'entreprise qui ne sont en vigueur que depuis pas très longtemps, puisque les entreprises avaient négocié certaines des accords télétravail pendant le Covid, en mettant que c'était sur du télétravail régulier. Donc en fait, quand les organisations syndicales ont signé et ont voulu mettre en place ces accords, on leur a dit « Ah ben non, là attendez, on est en crise sanitaire, c'est télétravail exceptionnel, on appliquera l'accord télétravail quand on reviendra en situation normale. » Donc le remboursement de frais, etc., que dalle. Je ferme la parenthèse. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des sujets annexes qui vont arriver sur la question. Et puis, il y a une question dont on parle plus généralement dans les entreprises aujourd'hui qui nous impacte évidemment, nous aussi, organisations syndicales, c'est qu'il y a tout l'accueil des nouveaux. L'accueil des nouveaux. Alors, comment on accueille aujourd'hui un jeune dans l'entreprise? Parce qu'on est très marrant avec nos accords télétravail, c'est qu'on a mis dans nos accords qu'il fallait que les intérimaires, que les alternants, que les stagiaires, que les nouveaux embauchés ne soient pas en télétravail au début pour apprendre, sauf qu'on a oublié de mettre que ceux qui les encadraient devaient être présents aussi. Donc les intérimaires, tout ça, ils sont tous là, hein, mais ceux qui les encadrent, ils ne sont pas là du tout. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui là-dessus? Et ça, c'est un sujet que l'on a, nous, parce que l'accueil, quelque part, c'est nous aussi qui le faisons. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des jeunes qui nous posent des questions. Nous, on se retrouve à répondre à des questions qu'on n'avait absolument pas il y a encore 2 ans. Questions sur des questions très, très pratico-pratiques, mais sur comment ça fonctionne, qui je m'adresse. Les gens sont paumés. Voilà. Donc, je pense que c'est… Besoin de boussole. Ouais, et je pense que ça va être là-dessus. On a une réaction et une question. Avant que je donne la parole à Yann Maël qui voulait intervenir, rebondir sur le sujet. Définition du flex office. Très rapide. Arrivé dans les boîtes de conseil, en France 95, donc chez Andersen Consulting, aujourd'hui Accenture, les consultants sont censés être chez le client, donc pas au bureau, donc ils n'ont pas de bureau attitré.
quand ils ont besoin d'avoir un bureau, ils en réservent un pour venir travailler. Donc au début, c'était pour les populations nomades. On se rend compte qu'aujourd'hui, cette flexibilisation s'offre à tous les salariés. C'est-à-dire que les fois où vous êtes en télétravail, vous êtes chez vous. Quand vous venez dans l'entreprise, vous n'avez plus de place attitrée. Vous devez réserver une place qui peut être une salle de réunion, qui peut être un bureau, qui peut être une cabine téléphonique si vous devez passer des appels, etc., qui peut être rien du tout s'il n'y a plus de place. Vous allez travailler à la cafétéria dans les couloirs. Voilà. Donc, en gros, c'est la flexibilité du bureau. Il n'y a plus de bureau fixe et ça permet, en gros, dans une entreprise, de proposer, en gros, 100 places assises quand vous avez 200 salariés. Et donc, de faire des économies sur l'immobilier. Économie d'échelle sur les mètres carrés et accessoirement le chauffage aujourd'hui. Voilà. Yann Maël. Oui, je voulais intervenir sur la négociation des accords télétravail. Moi, je suis assez étonné ou sidéré parfois de voir qu'il y a des entreprises très différentes et finalement, tous les accords se ressemblent. Ils ne sont pas très innovants. Et c'est vrai qu'il y a sans doute un besoin de les réinventer. Ils ont peut-être été négociés pour certains dans l'urgence. Bon, l'urgence, elle dure depuis 10 ans dans certaines entreprises aussi. Donc, on a juste rajouté des jours supplémentaires, mais on n'est pas allé au-delà. Le télétravail, ce n'est pas exactement comme travailler dans l'entreprise. Donc, ça devrait aller pour moi avec une formation aux outils à distance et notamment du dialogue social aussi à distance. Je pense que les acteurs du dialogue social et partenaires sociaux devraient négocier le dialogue social, un tableau de bord numérique parce qu'on a un tableau d'affichage syndical. Bon, si on a juste un espace sur l'intranet qui est introuvable, ça ne sert à rien. Donc, le dialogue social, il doit aussi se réinventer dans les possibilités qu'offre le numérique. Et c'est là où je trouve qu'on est pauvre, on manque de créativité, les entreprises n'ont pas assez d'imagination, les juristes non plus. Les avocats qui vous répondent, c'est d'accord. Non, il faut aller plus loin, il faut regarder quels sont les usages du numérique, qu'est-ce que le numérique permet vraiment de supporter, y compris en termes de dialogue social. Et on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes que ce qui existe actuellement. Et on pourrait lutter contre l'isolement. Le numérique peut aussi rapprocher des gens qui sont en situation, par exemple, des gens qui sont en longue maladie. Avec le numérique, on peut les rapprocher. Des gens qui sont éclatés sur beaucoup de sites, ça existait déjà avant le Covid. Des gens qui sont sur site toute l'année et qui ne voient jamais leurs collègues. Avec le numérique, on peut les faire participer à la vie de l'entreprise. Donc, le numérique, c'est compliqué, ça oblige à se remettre en cause. Mais ça offre aussi plein de possibilités, plein de capacités, et je trouve dommage qu'on ne les saisisse pas suffisamment. Ce qui explique aussi qu'aujourd'hui, il y a ce désenchantement, mais on ne fait que subir. On ne se pose pas les questions comment on saisit les opportunités qu'offre ce nouvel imaginaire, ce nouveau monde. Merci Yann. Donc moi, c'est une phrase que j'ai retenue de Mathieu tout à l'heure, c'est penser l'usage avant l'outil. Je pense que c'est très complémentaire. Effectivement, les deux se rejoignent. Avant qu'on aborde la deuxième salle de questions, Pauline, Anne, si vous souhaitez compléter. Je voulais rebondir sur ce que disait Mathieu tout à l'heure sur la participation aux frais et sur l'évolutivité des mesures et des accords. Tout ne conduit pas à un nouvel accord. Mais effectivement, chez AXA, très récemment, en fait, la participation de l'entreprise aux frais de travail à domicile a été augmentée pour tenir compte de tout ce qu'on sait sur le coût de l'énergie notamment. Donc, voilà, c'est des éléments importants. Il y a aussi un point sur les nouveaux entrants, sur les stagiaires, etc. Effectivement, dans le cadre de la découverte de la généralisation du télétravail et pendant le confinement, on était plutôt à dire les stagiaires qui arrivent, ils sont sur site, etc. Et on a eu exactement ce sujet-là qui était oui, mais si les stagiaires sont sur site, il faut avoir la capacité de les accueillir, de les accompagner, etc. Et donc finalement, aujourd'hui, c'est des sujets sur lesquels on est passé un cran plus loin en disant quel que soit son statut, sa date d'arrivée, etc. Ce qui compte, c'est l'autonomie de la personne dans le poste. Ce qui compte, c'est l'accompagnement des collègues, du tuteur, du manager, etc. Et par définition, toute personne qui a un poste compatible avec le télétravail peut télétravailler. Voilà, donc, en quelque sorte, pas de discrimination sur le télétravail, si ce n'est le contenu du poste en réalité. D'accord, bien sûr. Merci Anne. Pauline? Moi, je me pose la question de la roue qui tourne, ce que disait Jérôme. On est dans un cercle infernal où on a de plus en plus de personnes qui sont en télétravail. Le deuxième mouvement que moi, je vois et que j'anticipe, c'est en fait pourquoi on a besoin d'avoir des salariés si on peut avoir des prestataires qui font le même travail, qui viennent 2 jours par semaine ou les 3 autres jours, en fait, je ne m'occupe pas de leur activité, ils sont en indépendant. Et donc, il y a vraiment cette question de
Est-ce qu'on a besoin d'avoir autant de salariés? En fait, pas forcément. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des syndicats, des représentants de proximité? Pas forcément. Est-ce qu'on a besoin d'avoir des managers de proximité qui gèrent des gens qui ne sont pas là et qui n'ont pas besoin? Pas forcément. Pour moi, il y a vraiment ça va rejoindre la deuxième question. Oui, j'en ai déjà, mais c'est pas grave. Une réflexion sur, en fait, on augmente les gens de télétravail et donc, en fait, le lien avec l'entreprise, on a beaucoup moins, on a moins d'innovation. Comment est-ce qu'on construit l'entreprise? C'est un peu l'entreprise de demain. Qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là qui ne sont plus là? Et en fait, petit à petit, on risque de glisser sur une part de salariés qui est de plus en plus réduite avec des prestataires qui sont de plus en plus importants. C'est Pauline. Et donc, on aborde directement cette deuxième question, en fait, elle est déjà là. C'est qu'est-ce que finalement on a constaté au cours de ces derniers mois, dont on a vu qu'on avait une diversité d'approches, mais on a quand même beaucoup de points communs, en tout cas d'analyses qui se rejoignent sur les fondamentaux. Et ce que ça pose comme question, pour le coup fondamentale aussi, c'est qu'est-ce que ces évolutions disent de l'avenir du travail. Donc, on est au-delà de la seule question des relations sociales ou des relations professionnelles. C'est comment aujourd'hui ce monde dans lequel on est entré de plein pied avec des tendances de fond qui remettent en cause pas mal de pratiques qui pour certaines étaient vraiment ancrées dans nos sociétés post-industrielles. Aujourd'hui, on est vraiment dans une forme d'évolution, de révolution de ce point de vue-là, même si pour le reste, Yann Maël disait que ce n'était pas véritablement une révolution. En tout cas, quels sont les grands traits, les perspectives et la projection qu'on peut faire sur l'avenir du travail et sur l'impact que le numérique a sur l'avenir du travail au sens général, évidemment englobant la question du dialogue social. Alors moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a une vraie dichotomie entre finalement ceux qui subissent le numérique et puis les salariés, moins nombreux certes, mais qui finalement sont un peu les chouchous du numérique, les développeurs, les data analystes que les entreprises s'arrachent toutes aujourd'hui et finalement qui ne connaissent pas la clé et qui sont vraiment des emplois créés par le numérique et qui seraient passants. Et puis, il y a des emplois qui sont impactés, mais pas forcément dans le bon sens du terme. Ce sont les caissières, ce sont les chauffeurs Uber, tous ces métiers finalement qui sont encore plus contrôlés et d'une manière nouvelle. Il n'y a plus de chefs, on peut mettre en place des algorithmes. Il y a eu déjà des questions de requalification pour ces salariés, mais ça pose des questions plus profondes. Tout à l'heure, on parlait d'entreprises en réseau avec des prestataires. C'est vrai que ces salariés-là, finalement, on n'a pas besoin de s'assurer vraiment de leur loyauté. Tout ce qu'il faut, c'est qu'ils fassent le travail. Et ce sont même plus des... Avant, on avait des bras mécaniques, on était le bras de la machine dans l'usine. Là, finalement, on est téléguidé par un algorithme, et c'est encore plus violent. Et pareil, ça nécessite peut-être d'inventer de nouvelles protections parce qu'il y a des nouveaux risques derrière qu'on n'avait pas envisagés auparavant. Et être téléguidé dans un centre, les opérateurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler des opérateurs augmentés. C'est vrai que les opérateurs peuvent être effectivement augmentés, mais ils peuvent être aussi téléguidés. Ça dépend comment l'application est construite. J'ai déjà regardé sur les sites internet qui ont ça. On dit que ça assure la sécurité des entreprises, des stocks, des salariés. Mais au final, le salarié, toute la journée, il suit des petites flèches sur un écran ou directement sur ses lunettes connectées. Ça ne lui laisse pas beaucoup de latitude. Et je trouve ce monde du travail peut-être un petit peu effrayant et je ne suis pas sûr qu'il réponde non plus à tous les canaux du droit du travail tel qu'on l'a imaginé et conçu jusqu'à présent. Et de l'autre côté, oui, donc il y a des habitués du numérique qui ont beaucoup plus de latitude et finalement qui subissent moins de désagréments. Et pour autant, c'est souvent d'eux dont on parle le plus. Quand on parle de droit à la déconnexion, c'est plutôt ces populations-là. Et finalement, il ne faut pas non plus mettre de côté tous les autres qui ne travaillent pas avec le numérique, mais qui peuvent être commandés par lui. Merci Maël. Je vais passer, parce qu'on s'est mis d'accord entre nous pour que Pauline soit plutôt la dernière intervenante sur cette deuxième question. Donc, je vais passer la parole à Jérôme. Aujourd'hui, la CFDT Cadre a effectivement commencé à
à analyser ces questions-là. Enfin, elle fait plus que commencer, elle les analyse depuis pas mal de temps. Et il y a aujourd'hui un certain nombre de traits, de revendications, d'analyses et de postures qui sont aujourd'hui proposées à ces militants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire et comment aujourd'hui le champ de l'approche et de la revendication syndicale du point de vue de la CFDT évolue sur ces questions? 20 minutes encore. 20 minutes. Non. Je pense qu'il faut... nous, ça renvoie toujours à ces questions dont on parle depuis des années. C'est qu'on parle technologie, on parle très bien, mais on parle avant tout de l'organisation du travail. Et longtemps, ça a été une espèce de chasse gardée de beaucoup de directions. Il était très difficile d'entrer parce que c'était, voilà, on nous offrait un terrain de jeu, il fallait surtout pas en sortir et il fallait rester. Là, aujourd'hui, on se rend compte que finalement, ce dont on est en train de parler, c'est de ça. C'est de ça finalement. C'est en gros comment j'organise mon travail. Les premiers qu'on en parlait, c'est pas les syndicalistes pendant la crise. C'était très intéressant, c'est les salariés. Ils nous ont dit, mais moi, j'ai l'impression d'être devenu auto-entrepreneur parce que j'organise mon agenda. Le midi, j'ai plus la cantine, il faut que je me fasse la nourriture. Puis la nourriture, soit je prends Uber Eats, mais ça coûte un peu cher, donc il faut des fois que j'aille faire les courses. C'est horrible. Qui sont ces monstres qui rentrent à 16h30 et qui crient dans l'appartement alors que j'ai passé au bureau. On a renvoyé aussi les gens dans une certaine inégalité. C'est-à-dire que l'entreprise, bon gré mal gré ce qu'elle était, etc., on avait tous à peu près le même bureau, tous à peu près la même fenêtre, à peu près la même cantine, bonne ou mauvaise, à peu près le bon matériel qui fonctionnait plus ou moins, la même imprimante, etc. Là, on a renvoyé les gens vers une forme d'inégalité. C'est-à-dire que le télétravail a quand même renvoyé les gens vers leurs inégalités. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important qui font qu'on a parlé de problèmes de sens du travail, etc. C'est qu'aussi, les gens ont été amenés à exercer une activité dans un univers qui n'était pas le même d'une personne à l'autre. C'est-à-dire qu'on voulait parler travail avec des gens qui n'avaient pas déjà le même vécu en termes d'organisation basique, ergonomique, ce qu'on veut, etc., environnemental, enfin l'environnement, etc. Donc c'était très compliqué de faire émerger des choses. Donc là, on essaie de faire, d'avoir cette deuxième vague, de faire revenir les gens un petit peu au travail. Et finalement, il y a quand même certaines organisations où on essaie d'oublier très vite ce qui s'est passé. C'est dire, on va revenir un peu comme avant. Il y a juste le télétravail où on en fait un peu plus, et puis il y a des bureaux où vous en avez un peu moins. Voilà. Mais en gros, ça ne change quand même pas en gros l'activité. Peut-être que si. Peut-être que si. C'est que peut-être qu'on est rentré justement dans un monde où pendant 15 ans, on a négocié des accords de télétravail, où le télétravail était exception et le travail sur site était la norme. Peut-être qu'on a changé de paradigme. Peut-être qu'aujourd'hui, le télétravail dans beaucoup d'activités, je ne généralise pas, quand même très clair, il y a quand même 70 à 80% de gens qui ne peuvent pas télétravailler en France. On parle là de situations très, très spécifiques de personnes qui télétravaillent. Mais peut-être que dans ces métiers plutôt serviciels où on télétravaille, où le télétravail est devenu la norme, j'indique quand même qu'on est en train de se battre, une organisation syndicale, pour essayer de ne pas signer d'accords dans certaines entreprises, d'accords télétravail 5 jours, qui ne sont pas demandés par les directions d'entreprise, mais par les salariés. Et on a signé des accords dernièrement dans les branches de conseil et dans le numérique sur des accords télétravail 5 jours. Nous, CFDT. Et on était obligés parce qu'on avait une pression énorme des salariés, avec tout ce que ça implique. Et peut-être de se dire, aujourd'hui, si le télétravail devient la norme, et bien peut-être négocions des accords de travail sur site. OK, vous voulez faire venir les salariés. OK, très bien. Mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Pourquoi ils viendraient déjà dans votre truc mal éclairé, de moins en moins chauffé, avec plus de place assise, avec une cafétéria certes. Enfin, c'est bien de faire des espaces de jeu, cafétéria tout. À la base, on a un bureau, encore au moins pour les quelques années qui viennent, encore pour travailler. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais voilà, qu'est-ce qu'on propose ? Voilà, on va faire aujourd'hui, et moi, c'est ce que je dis, voilà, moi, ce que je propose à la direction syndicale, je propose négocions des accords de travail sur site. Comment on travaille, pourquoi on y vient, qu'est-ce qu'on y fait, comment on interagit, etc. Parce que les gens ont besoin de se retrouver. Les gens ont besoin de se voir et voilà, c'est pas encore revenu dans la norme, etc. Mais les gens ont quand même besoin. Et nous, on le voit à la CFDT, quand on organise des rencontres cadres, les gens viennent, ils sont heureux de se revoir, ils sont heureux d'échanger, etc. Alors, il y a eu peut-être l'effet waouh, on était contents de se retrouver. Puis là, on est en train de voir, les gens repartent un peu chez eux, il fait pas beau, il fait froid, bon, ça va être difficile. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il faut pas perdre, en tout cas, il faut insister de dire que le présentiel doit rester la norme. Le présentiel doit rester la norme, et s'il ne l'est pas, en tout cas, comment on l'organise ? S'il n'est plus naturel, comment le rendons-nous un peu plus naturel ? Voilà. Merci Jérôme. Alors, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui étaient arrivées.
d'autant que la première à laquelle on n'a pas répondu, en tout cas dont je ne me suis pas fait l'écho, c'est faudrait-il alors engager une régulation de la communication ou une modération au sens réseau social de la communication dans le cadre du dialogue social. Donc ça, c'était, je pense, notamment par rapport aux éléments qui ont été évoqués tout à l'heure sur le fait qu'aujourd'hui, finalement, dans certaines entreprises, WhatsApp avait supplanté les réseaux, en tout cas les outils mis à disposition par l'entreprise pour le dialogue. Je vous laisse réfléchir et puis vous me direz qui souhaite intervenir avant qu'on fixe le table sur le sujet. Et j'avais une remarque. Donc, FlexOffice, c'était parfait. FlexOffice n'implique pas nécessairement la réservation d'un espace de travail. Par contre, chaque ressource est associée à un territoire où effectivement le rapport de un poste par ressource n'est pas la règle. Et enfin, une question, du coup, ça va peut-être permettre de faire la transition parce que je pense que ta deuxième intervention est en rapport avec la question. C'est comment sont accompagnés ou sont les accompagnés les managers. Donc, je pense que c'est comment sont accompagnés les managers sur le travail hybride chez AXA. Alors, cet accompagnement, il se traduit sous plusieurs formes, de la sensibilisation, énormément de contenu de formation mis à disposition des managers, aussi une incitation à des outils en fait pour permettre aux équipes et aux managers de se transformer. Donc c'est vrai qu'en tant que manager, moi j'ai accès à des contenus de formation et de sensibilisation extrêmement divers. Ça va du management par les finalités à comment construire des règles d'équipe, comment faire construire des règles d'équipe par les collaborateurs, comment communiquer en mode hybride, comment utiliser les outils numériques, etc. Donc, effectivement, tout cet univers qui a été mis à notre disposition, effectivement, il y a des choses qui existaient avant, on n'avait peut-être pas pensé cet usage, etc. En tout cas, maintenant, c'est clair qu'on est dans l'usage et comment on fait une bonne utilisation de tout ça, comment on partage les bonnes pratiques. Alors, nous, on n'est pas trop concernés par WhatsApp, puisqu'en fait, effectivement, les outils qui sont utilisés dans l'entreprise, c'est plutôt Office 365, Teams, etc. Mais n'empêche, on en parlait encore ce midi, aujourd'hui, quand est-ce qu'on fait un mail, quand est-ce qu'on fait du Teams, etc. Tout ça, ça se régule. Et donc, tout ça, ça fait l'objet de formations qui permettent aux managers, mais aussi aux collaborateurs, de se réguler ensemble, de définir des règles d'équipe et aussi dans cette communication de dire quand est-ce que je fais un Teams, quand est-ce que je fais un mail. Donc, je dirais que ce n'est pas que non plus former les managers, c'est former tout le monde parce que l'entreprise, c'est un tout, c'est des managers et des collaborateurs. Si on ne forme qu'une partie de l'entreprise, l'autre partie est laissée pour compte et donc, à un moment donné, on va être déconnecté. Donc, peut-être qu'on va apporter des outils différents, mais en tout cas, la ligne de conduite, elle est homogène. Voilà. Et donc, effectivement, l'accompagnement des managers, c'est à la fois par ces actions de sensibilisation, formation, c'est aussi par des périodes où on incite davantage. Par exemple, en ce moment, on fait beaucoup le focus sur les règles d'équipe. On a lancé plein de choses au moment du retour sur site et il y a forcément des choses qui ont été plus attrapées par certains que par d'autres et puis des choses qui ont peut-être moins été vues. Donc, ce sujet des règles d'équipe, en fait, c'est un sujet qui est hyper important pour embarquer les collaborateurs dans une vie, dans le collectif, en fait. Je vous le disais, j'entendais parler d'accords de télétravail 5 jours. Là, chez AXA, on n'est vraiment pas là-dessus. Donc, il y a vraiment la conviction que l'hybridité est devenue la norme et qu'on veut pouvoir répondre aux aspirations individuelles en mettant quand même la primauté sur le collectif. Et avec la conscience que le collectif, ce n'est pas uniquement par les outils numériques qu'on va le gagner. Et donc, c'est aussi en donnant la possibilité aux managers, quelque part, d'événementialiser leur management, de faire contribuer les collaborateurs à des événements d'équipe, de faire décider les collaborateurs entre eux de quand est-ce qu'on revient au bureau? Est-ce qu'on se retrouve tous ensemble, par exemple, un jour par semaine? Qu'est-ce qu'on y fait? Qu'est-ce que je fais au bureau? Qu'est-ce que je fais à la maison, etc. Et donc, tout ça, c'est encourager les managers à faire discuter le collectif. C'est aussi les soulager d'un poids, parce que quand on fait du management vertical et qu'on décide de tout, on a forcément un poids plus important sur les épaules que quand on commence à faire du participatif et de l'horizontal et à faire participer les collaborateurs à une décision, voire même à les faire prendre la décision sur leur fonctionnement, sur comment demain ils fonctionnent ensemble, comment ils fonctionnent avec le manager. Et donc tout ça, c'est
c'est du changement culturel qui s'accompagne effectivement par de la sensibilisation et aussi le pilotage de l'entreprise. Donc, je vais un peu dans tous les sens, mais sur les règles d'équipe, effectivement, en ce moment, on a plutôt une campagne de la part de la DRH qui resensibilise au sujet, qui donne de nouveaux outils. Donc, on retrouve encore, on reboucle avec la formation sensibilisation pour guider les managers dans l'animation des équipes sur ces sujets-là. Merci Anne. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, je pense que ça y répond largement. Mathieu, donc du coup, même question, mais même question, j'ai envie de dire même question que celle que j'ai posée à Jérôme. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal de tendances de fond. On l'a vu, finalement, il y a aussi cette refonte en fait, de l'interrogation qui est comment est-ce qu'on réorganise un collectif de travail et donc nécessairement l'impact que ça a sur les relations sociales et la place et le rôle de l'organisation syndicale dans cette refonte du travail collectif qui est à mener, quelle est la part que peut jouer une organisation syndicale dans ce contexte-là. C'est vrai qu'à la fois la transformation numérique du travail et à la fois l'essor du télétravail avec cette catalyse de la période Covid, c'était quand même une occasion de repenser les organisations, de repenser le rapport au travail et de revenir aux fondamentaux comme d'habitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un texte très très bien pour ça, c'est le cadre européen de la transformation numérique de juin 2020, et qui, alors justement, il y a beaucoup d'entreprises qui parlent d'agilité. Il y a une vertu cardinale dans la méthode agile, c'est l'amélioration continue. Et le fait de faire intervenir toutes les parties prenantes. Et justement, cet accord, il propose cette méthodologie de réunir les parties prenantes d'un sujet donné, notamment l'organisation du travail, et de les faire repenser cette organisation et d'y revenir, parce qu'il faut quitter cette rigidité telle qu'elle est formalisée sur des accords d'entreprise, où il est difficile de revenir dessus par la suite, alors qu'on a droit à un instant T d'avoir une fausse bonne idée. Ce n'est pas un problème si on la corrige dès qu'on peut, et l'importance d'ailleurs des commissions de suivi sur les accords d'entreprise. Et là, justement, on a cette occasion de pouvoir, tout ce que va venir, la transposition de cet accord, je ne sais pas, le plus tôt le mieux, si c'est bien fait, effectivement, de repenser le rapport au travail, le rapport aux organisations, et d'introduire, je suis complètement d'accord, introduire un peu de politique au sens politéia, la vie de la cité, dans justement les collectifs de travail. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que les jeunes entrants sur le marché ont un mode de consommation de l'entreprise qui est complètement différent des générations précédentes, y compris la mienne. Et justement, ils vont davantage dans ce sens-là de cette forme de collectivité, de consensus. Et alors, sur le sujet de télétravail en particulier, toujours rappeler qu'il n'y a pas d'obligation. Nous, dans notre accord, on a vraiment insisté sur le fait de libérer jusqu'à X jours de télétravail, y compris 5, avec accord de la hiérarchie, mais où la pratique, on le constate, elle est que finalement, les gens font plutôt 3 jours, ils viennent 2 jours le mardi et le jeudi. Et voilà, donc on a une coexistence d'un texte qui peut paraître rigide quand on le lit comme ça, avec des pratiques qui sont décidées de manière assez commune, collective. Alors, est-ce qu'elles vont résister au temps? Est-ce qu'elles vont résister au changement de hiérarchie? Ça, c'est justement la vie de l'accord et de l'importance du suivi. De voir, au gré d'un changement de direction, au gré d'un changement de management de proximité ou intermédiaire, avec une culture et une approche différente du rapport au télétravail, du rapport au numérique, est-ce que ça va induire des changements qui risquent d'ailleurs de faire coincer, de gripper des rouages qui fonctionnent plutôt bien? Ça, c'est aussi intéressant à suivre. Alors, sur l'usage, je voudrais revenir sur l'usage du flex office parce que ça me sidère à chaque fois. En fait, c'est vrai qu'il y a bon nombre d'accords qui ont profité du télétravail pour mettre le pied dans le flex office. Il n'y a aucune corrélation à la base. Donc, il y a un sacré manque de courage de pas mal d'entreprises de se réfugier dans le télétravail pour emboîter le pas dans le flex office. Sur le sujet, moi je vais failloter un peu, il y a les excellents travaux de la chaire Workplace Management de l'ESSEC là-dessus, avec des enquêtes, voilà, tout est dit, il y a quand même une photographie, et puis tout est dit, le rapport du travail et des travailleurs au flex office, voilà, c'est réglé. Et ça devrait plus être un sujet. Donc, dommage pour cet effet de mode, parce qu'on n'a pas su réfléchir. Et puis, alors, par contre, là, ce qui va être assez rigolo, l'arroseur arrosé, c'est l'antagonisme complet avec une volonté de faire revenir tout le monde sur site. Et je vais revenir sur cette thématique de l'hiver. On sera bien malin quand le lundi matin, toute l'entreprise va débarquer alors qu'il y a une place pour 4. Qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? Donc, beaucoup de sujets. Et alors, par contre, ce qui est aussi intéressant, c'est que le rapport aux outils numériques, souvent on oublie que finalement,
c'est pas la faute du numérique si on en fait un peu n'importe quoi et un peu n'importe comment. Et on retrouve toujours sous-jacent des thématiques qui sont préexistantes au numérique, et notamment sur, je rebondis sur la question là, du management algorithmique. Là, si on ressort des modèles sociologiques comme celui de Karasek, début des années 70, donc c'est quand même pas mal préexistant au management algorithmique, on se rend compte qu'on augmente les exigences sur les salariés, pour autant on leur enlève leur autonomie, et ils ont finalement assez peu de soutien et assez peu de reconnaissance. Et donc là, on va tout droit vers des risques organisationnels, des risques psychosociaux. Et donc finalement, des sujets préexistants, des sujets presque antédiluviens, et où c'est juste qu'on a mis une petite couche de numérique dessus, mais les fondamentaux sont toujours les mêmes, toujours les mêmes. Alors justement, j'ai une question, et on arrive pile à l'heure, on va pouvoir échanger. Alors pour les personnes qui souhaiteraient intervenir, je vous invite à faire ce qui vient d'être fait, c'est-à-dire lever la main. Et par contre, je vous inviterai à vous rapprocher de la table, puisque les 2 micros sont posés ici. Et donc, je pense que pour les personnes qui sont à distance, ce sera plus facile d'entendre. Je vous invite à le faire parce que j'avais une question, mais comme elle va englober avant l'intervention de Pauline, voilà. Juste aussi vous présenter, vous dire. Je me mets ici. Oui, parfait, ça passe bien. Normalement, ça marche bien. Donc, Sophie Mandelbaum, AXA Santé Collective. En fait, je m'adresse plus particulièrement aux 2 syndicalistes qui sont présents. Et je voulais savoir si, dans le cadre des élections qui ont lieu en ce moment, pour recruter des nouveaux candidats, est-ce que vous avez fait de la possibilité du dialogue social à distance un atout pour le recrutement de nouveaux militants? Je pensais particulièrement à la question aussi de la mixité dans les équipes syndicales, parce qu'on a longtemps dit qu'une difficulté pour que les femmes prennent des responsabilités était les déplacements, les fameux déplacements au siège. Merci. Jérôme, Mathieu. Mathieu, vas-y. Alors, il y a presque un paradoxe. Télétravail plus, donc forcément les outils numériques qui vont bien. Globalement, le droit social est en retard. Les usages, pareil, accord cadre européen, dialogue social 2.0, donner les moyens numériques, dépasser le simple intranet, personne ne va, et le panneau d'affichage en sortie de cantine. Tout ça, c'est très en retard. Pour autant, les outils existent, et donc il y a une forme d'appropriation presque instinctive qui s'est faite. Alors, qui est plutôt dans un sens à l'heure actuelle, c'est plutôt du salarié vers les représentants syndicaux ou les représentants des salariés, et donc avec une forme de local syndical 2.0, et qui finalement est presque, c'est le secret du confessionnal, c'est-à-dire que souvent le local syndical il est bien visible, donc le salarié lambda va hésiter à y venir, alors que là, a fortiori quand il est en télétravail, il peut contacter comme il le veut les représentants syndicaux ou les représentants du personnel, et il y a une forme de confiance qui se crée comme ça. Alors, c'est du salarié vers le syndicat, dans le sens contraire, du syndicat vers les salariés. Si on veut faire de la diffusion de masse, donc le nouveau tract de sortie de cantine, là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut créer du droit. Et là, je suis tout à fait d'accord que beaucoup d'entreprises ne sont pas très inventives sur le sujet. À voir comment on transpose l'accord européen à nouveau. Après, parfois, le droit se crée. C'est là où la cohésion intersyndicale est intéressante, parce qu'on peut amener justement à forcer la création de droits sociaux. Donc, mais en tout cas, du salarié vers le syndicat ou vers le représentant du personnel, là, ça va faciliter les choses. Sur cette question-là, c'est compliqué parce qu'il faut faire un juste dosage entre, en effet, ce que tu dis, pouvoir attirer plus de gens vers le dialogue social en mettant en place des solutions flexibles, mais d'un autre côté, de ne pas sacrifier l'efficience du système. Et je préfère des fois avoir des accords où on se dit, voilà, on arrête les réunions, peut-être les réunions de CSE, on les met sur 2 jours, on les arrête à 16 heures pour permettre aux gens de se déplacer plus, plutôt que de se dire, voilà, c'est en numérique et on va basculer complètement on va basculer complètement en hybride, comme ça les gens qui ont des contraintes viendront moins, viendront pas, etc. Parce que c'est aussi, faut voir aussi qu'il y a certains élus qui nous disent que voilà, c'est pas mal le CSE. Une journée par mois, ils vont faire autre chose. Se déplacer, venir au bureau aussi, c'est une occasion pour certains qui sont en région. Souvent, les réunions de CSE sont au siège, puisqu'on a de plus en plus de CSE maintenant qui sont d'entreprises et plus forcément d'établissements. Dans la deuxième, par contre, dans la deuxième chose, c'est que le débat n'est pas complètement
aussi clair que ça, parce qu'on a une double application aujourd'hui de ce qui se passe, une double application de deux choses qui rentrent un peu ensemble. D'une part, ce dialogue social à distance qui se développe, et de l'autre, la pleine application des ordonnances Macron. C'est-à-dire qu'il y a 4 ans, quand on a mis en place les CSE, la suppression des DP, etc., on vivait un peu sur nos acquis d'élus. On a réussi un peu à suivre. Là, aujourd'hui, on se retrouve à proposer des mandats à des gens. Généralement, on proposait des mandats délégués du personnel, c'était 15 heures par mois, les gens s'organisaient comme ils voulaient, etc. C'était un très bon pied pour entrer dans l'organisation. Et on en a beaucoup recruté des comme ça. Aujourd'hui, on arrive aux gens, on dit voilà, tu vas rentrer, tu vois, c'est super sympa le CSE, c'est juste 2 jours de réunion. 20 heures de délégation, il y a des commissions en plus, parce qu'il ne faut pas rigoler. On fera des prépas, parce qu'il faut quand même qu'on s'organise. Bon, la personne est déjà partie. et c'est surtout là. Le recrutement, à mon avis, le plus difficile là-dessus, c'est que, je veux dire, quand on arrive au bout de ça, et qu'en plus, il y a en plus la contrainte des déplacements, etc., on est déjà loin. C'est-à-dire que la personne a déjà convaincu sur la première partie du discours, ce qui est déjà pas mal. Et c'est là que je me dis, voilà, il va peut-être y avoir… moi, je préférerais qu'on renégocie peut-être certains mandats. Moi, cet été, on porte vraiment le mandat sur les CHSCT et augmenter vraiment les représentants de proximité qui permettront cette souplesse, pouvoir faire du dialogue social sur son lieu de travail. Parce qu'aujourd'hui, le problème du dialogue social, c'est qu'il est décentralisé. Je ne fais plus du dialogue social dans mon établissement, je le fais dans mon entreprise, mais c'est loin. Et c'est peut-être là plus le problème, c'est que les gens vont se retrouver souvent à aller parler de problématiques de siège, alors qu'eux sont en région. Et c'est plutôt ça qui les démotive. Donc je pense qu'il y a toute une articulation à trouver sur les moyens, sur voilà, il y a des accords intéressants sur les CSE. On fait des CSE une fois par mois en présentiel. On s'accorde à dire que les prolongations et les CSE exceptionnels, les CSE qui font moins de 4 heures, on les fait à distance. On ne les fera pas en présentiel pour ne pas déplacer les gens. Et il y a des choses à trouver. Il faut qu'on soit, moi je reprends le terme qui a été dit tout à l'heure, il faut qu'on soit inventif. Mais arrêtons de nous flageller aussi, direction comme syndicat, c'est que c'est encore très neuf. C'est très vieux et à la fois très neuf, c'est qu'on n'a pas non plus un recul énorme sur ce dialogue social 2.0, on ne sait pas trop encore ce que ça va produire. Ce qui était avant, c'était beaucoup du numérique collé sur du présentiel. Aujourd'hui, c'est beaucoup de distanciel. Voilà, il faut qu'on s'ajuste aussi un petit peu. Merci. Avant de redonner la parole à celles et ceux qui pourraient être tentés de poser des questions, évidemment, j'invite ceux qui sont à distance à pouvoir continuer à le faire en utilisant l'outil chat. Du coup, la dernière question en guise de fin de tour de table que je destine à Pauline, du point de vue de la recherche, du monde académique. Comment est-ce que tu vois ces évolutions, ces tendances? J'ai envie de dire un petit peu le monde d'après, même si, encore une fois, c'est des termes qui ont été tellement utilisés qu'ils sont déjà rappelés après 2 ans d'utilisation. En tout cas, quelle est la vision que tu as en tant que chercheur sur ces éléments prospectifs? Il y a un premier questionnement qu'on se pose, qui est plutôt la relation au travail. Et ça, il y a beaucoup qui ont parlé du sens du travail. Donc, il y a vraiment cette réflexion sur quel est le sens de mon travail, pourquoi est-ce que je viens au bureau, pourquoi je viens voir mes collègues, pourquoi j'ai envie d'échanger avec eux ou pas. Donc, il y a déjà ce premier questionnement qui est important. Il y a après un deuxième questionnement au niveau des organisations, c'est quels sont les statuts du travail dont on va avoir demain. Est-ce qu'on va parler d'un 3e statut? On parle des plateformes, on parle de prestataires, de personnes qui sont en télétravail, qui sont indépendantes. Enfin, il y a plein de statuts qui sont en train de se développer. Alors, parce que déjà, c'est pas, tout le monde n'est pas en télétravail, mais il y a quand même une réflexion sur comment on va avoir, quel salarié on va avoir, combien de salariés on va avoir, quel est le nombre de prestataires qu'on va avoir, est-ce qu'on confirme ou pas ce 3e statut de travailleurs indépendants qui sont ni des salariés, qui sont ni des prestataires vraiment, et dont on doit assurer une prestation sociale. Donc, il y a toute cette réflexion-là. Puis après, pour moi, il y a aussi une réflexion des syndicats sur comment est-ce qu'on invente le dialogue social de demain, enfin de demain, c'est pas demain, mais d'aujourd'hui avec cette réflexion. Comment est-ce qu'on peut être inventif? Comment est-ce qu'on va justement attirer des salariés qui n'ont pas forcément envie d'être représentants du personnel, mais qui en fait pourraient l'être? Comment on s'adresse aussi aux femmes? La question des femmes, est-ce qu'elles ont été très touchées pendant la crise Covid? Les études l'ont bien, l'impact de la crise Covid sur les femmes a été beaucoup plus important, celles qui avaient des enfants, etc., que les hommes. Donc, il y a
Si on leur rajoute des mandats syndicaux, franchement, on les fait couler entre guillemets. C'est de la grande question. Hein. Il y a comment on s'adresse à ces personnes-là, comment on les représente, comment on va attirer des nouvelles personnes. Donc, il y a vraiment une réflexion. Mais bon, alors après, il y a aussi aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait et concrètement, on avance aussi avec ce qu'on a et donc on ne peut pas être toujours dans la projection, mais il y a vraiment un double niveau d'analyse qui est aujourd'hui on fait quoi avec la crise de l'énergie, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces questionnements des salariés sur leur sens du travail. Et quand je parle des questionnements des salariés, c'est aussi des managers, eux, et on n'en a pas beaucoup parlé. Hein. Je suis manager de proximité, comment est-ce que je fais? Les directions qui aussi se posent des questions sur leur stratégie, qu'est-ce que je peux avoir comme stratégie? Et donc, les syndicats qui ont une réflexion sur comment je représente ces travailleurs-là. Et aussi, comment je représente ces travailleurs, ce que j'appelle le troisième statut, c'est comment je vais les intégrer dans ma négociation. Parce qu'en fait, je négocie sur mes salariés, mais tu disais tout à l'heure, j'ai mes intérimaires, s'ils viennent tout le temps, en fait, s'il n'y a personne pour les accueillir, ça ne sert à rien. Si j'ai des prestataires, pareil, comment je vais les intégrer. Donc, il y a vraiment toute cette réflexion à double niveau qu'il faut aujourd'hui. Je conduis aujourd'hui ma voiture et en même temps, je vois dans quelle direction je dois aller pour avoir la bonne vision. Merci Pauline. Oui, moi j'avais juste un complément, parce que c'est vrai que c'est aussi l'illustration de ce qui se passe dans ma propre entreprise. On parle des intérimaires ou des stagiaires. Il ne faut oublier aussi les jeunes qui arrivent dans nos entreprises et tout le process d'intégration qui a été considérablement un peu révolutionné. Eux, ils sont nativement plus portés sur les outils du numérique, mais on leur propose quand même souvent une organisation du travail et des échanges et des relations avec leurs collègues qui sont assez éloignés de ce qu'ils avaient imaginé du monde de l'entreprise. Donc, c'est aussi un enjeu, on l'a évoqué au travers de plusieurs des interventions, mais c'est aussi un enjeu pour les entreprises elles-mêmes, comment elles arrivent à inventer un collectif de travail. Et à l'autre bout de la chaîne, puisque je viens de parler des jeunes, ne pas oublier aussi les anciens qui s'apprêtent à partir à la retraite, qui ont encore quelques années devant eux à exercer. Et tout ce qui était la valeur ajoutée d'une personne avec de l'expérience, c'était aussi la transmission. Et on s'est rendu compte, et ça a été un des écueils, en tout cas un des problèmes principaux auxquels on a été confrontés dans l'entreprise, c'était cette capacité à pouvoir assurer cette transmission avec des gens qui sont parfois partis à la retraite sans avoir pu faire de pot de départ à la retraite. C'est tout bête, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas fait le pot, ils n'ont pas fait non plus ce qui était avant. Cette capacité à pouvoir transmettre à la fois la culture de l'entreprise, la relation aux individus, enfin tout ce qui fait la richesse des relations humaines, je vais dire relations sociales, mais c'est plus fort que ça, les relations humaines qu'on peut avoir dans une entreprise. Yann Maël, je crois que tu avais envie de réagir. Je voulais réagir, et tout ce que vous venez de dire me faisait penser à un rapport sur lequel j'avais contribué en 2018, donc avant le Covid, et on avait… Très vieux donc. Oui, très vieux avec l'Institut Sapiens, et on avait sondé avec l'IFOP des Français pour savoir comment ils percevaient le numérique en tant qu'outil bas du dialogue social. Et donc, il y avait 67% des gens qui avaient répondu que le numérique pouvait permettre aux salariés de porter eux-mêmes leurs revendications. Et quand on regardait qui effectivement répondait ça, ceux qui répondaient le plus, c'était les 18-24 ans à 86%, suivis par les ouvriers. Les employés et les ouvriers, c'est eux qui pensent, et les jeunes, qui pensent que le numérique permet, entre guillemets, de se libérer des syndicats et, entre guillemets, de porter leurs revendications contre l'entreprise. Alors, pourquoi ? Et comment ? Et voilà, du coup, ils vont sur les réseaux sociaux. Il y a un vrai risque aujourd'hui pour les entreprises avec cette externalisation du dialogue social. Et moi, je constate qu'en 2022, il y a encore des entreprises où les salariés, les ouvriers, ils n'ont pas d'adresse mail dans l'entreprise. Et il y a des grandes entreprises où les salariés n'ont pas d'identité numérique. Alors, comment on peut faire exister le dialogue social dans une entreprise avec des gens qui sont en télétravail, qui en télétravail, on s'en fiche en fait. Il y a juste des gens, ils n'ont pas d'identité numérique dans l'entreprise. Donc, c'est sûr qu'à partir de là, on va avoir du mal à aller vers du dialogue social apaisé et internalisé. Donc, je pense que déjà, il faut se poser cette question de l'équité, l'accès au dialogue social dans l'entreprise de tous les salariés. Et s'il y a des salariés qui sont laissés sur le bord du chemin numérique de l'entreprise, parce qu'ils sont équipés par ailleurs. Et moi, quand je discute avec des RH, moi, c'est pas très gentil. Quand je leur dis, mais Cyril n'est pas d'accord. Peut-être qu'il est d'accord avec moi. Il faut leur confier une adresse mail et finalement, ils n'ont pas besoin. L'écueil, ils n'ont pas de téléphone portable, ça va coûter cher.
Et en fait, il y a plein de solutions. Maintenant, on peut se connecter à un webmail sans problème depuis n'importe quel smartphone. Et si c'est pour l'utilisation anecdotique qu'ils font de cette boîte mail pour recevoir leurs fiches de paie et des informations propres à la collectivité, les départs, les arrivées, les offres de poste, enfin, c'est ça qu'on va leur transmettre. Évidemment, ils ne travaillent pas sur le numérique, mais ils ont quand même besoin du numérique pour échanger, pour faire partie de l'organisation. Et on peut les indemniser, leur donner quelques euros. Ce ne sera pas très cher à l'entreprise. Et ça facilitera le dialogue social. Enfin, c'est pour moi le B.A.-ba. Il y a plein d'entreprises où ce n'est pas en place. Voilà. Je crois qu'il y avait une question. Vous pouvez regarder par là-bas parce que en fait, on a la caméra qui est en face. Là, normalement, ça devrait bien aller si vous faites bon. Marie-Manuelle Bonassé, je suis avocat à Paris et également vacataire à la Sorbonne. Je donne des cours de relations professionnelles avec des L3 en alternance. Et en vous écoutant, en fait, tous, je me disais que cette hybridation ou le télétravail renforcé, disons, exige, c'est très sophistiqué en fait. Et donc, vos organisations, elles mettent en place et elles proposent des aides très sophistiquées, enfin, pour ce qui permettent de faire face à cette sophistication, mais parce qu'il y a un service RH énorme qui phosphore, il y a le spécialiste machin qui vient faire une prestation, qui va dire vous allez faire ça, je vous propose ci, ça. Sauf que dans les TPE et les PME, à mon sens, il n'y a pas ça. Donc, je me demande si cette hybridation, elle ne va pas créer un gap entre les TPE, PME, petites boîtes, disons, et les très grosses. Et donc, ça, il y a peut-être des choses à réfléchir pour proposer une boîte à outils, des choses comme ça. Voilà. Et puis, sur cette question que vous abordiez sur les boîtes mail et amener tout le monde à utiliser les outils, en fait, ce n'est pas si simple que ça. Il y a des gens qui n'ont pas du tout d'ordi, qui ne savent pas du tout s'en servir, ça ne les intéresse pas du tout, ça leur fait même peur. Donc, les amener à avoir une boîte mail, il faut créer des salles où ils peuvent utiliser des ordi, tout ça. Enfin, c'est très compliqué, ça demande beaucoup d'accompagnement quand même. C'est pas aussi simple en fait que ce qu'on imagine a priori. Merci. Il faut juste réagir sur le plus que juste, on a encore 20 minutes devant nous et là, rapidement, on est dans le débat, donc tout va bien. Sur les TPE, PME, moi je trouve aussi qu'il y a toute la question de la fonction publique qui n'a pas du tout travaillé sur ce sujet-là. Et on les oblige, le gouvernement oblige à travailler, enfin il y a des lois sur ça. Et dans la fonction publique, je suis concernée, toute la question du télétravail, etc., n'est pas du tout abordée. Et il y a un vide. Voilà. Et je pense que c'est aussi, ça arrive de créer une fracture entre le public et le privé où il y a une réflexion sur ce télétravail, l'accès au numérique, etc., qui n'y a pas du tout. Voilà. Il y a une loi tout simplement pour accompagner les gens. Ils doivent rester, on doit faire des updates réguliers, rester formés et tout au long de la vie. Donc normalement, être formé à l'utilisation des outils numériques basiques, c'est indispensable. Et si on veut supporter de toute façon le dialogue social en ligne, ça passe nécessairement par ça. Alors, et puis par ailleurs, après, dans la vie de citoyen aujourd'hui, moi je suis élu dans ma commune, il y a plein de gens qui ne savent même pas lire. Donc c'est sûr que si lire et écrire, vont avoir du mal à se saisir des outils numériques, pour autant ils ont des emplois. Et aujourd'hui, il y a un vrai effort à faire pour former les gens sur des choses aussi basiques que ça. C'est sûr que sur le numérique, il y a des gens qui sont complètement mis de côté. Et on l'a vu aussi d'ailleurs pendant le Covid aussi. Il y a des gens qui sont analphabètes du numérique, qui ne maîtrisent pas du tout, qui ont peur. Et il faut les accompagner encore plus que les autres. Parce qu'il n'y a pas le choix en fait. C'est les emplois d'aujourd'hui, les emplois de demain, et parce qu'on a de plus en plus par ça. Peut-être un point sur les PME et le décalage. Aujourd'hui, on peut continuer de fonctionner en présentiel et je pense que les boîtes qui ont tous leurs salariés en présentiel peut-être ont une force du collectif encore plus élevée. Le problème, c'est le contexte de pénurie sur les ressources et les aspirations individuelles, effectivement, au télétravail. Et donc, c'est là que les petites boîtes, effectivement, qui n'ont pas les moyens très riches qu'on peut avoir chez AXA sur la mise en place de l'hybridité et de tout ce qui l'accompagne, c'est là qu'elles vont se trouver en difficulté parce qu'elles ne pourront pas offrir aux personnes qu'elles souhaitent recruter ce à quoi elles aspirent, en fait.
On est très certainement peut-être à un basculement où c'est déjà depuis quelques années comme ça, mais ça ne devrait plus, toutes ces questions ne devraient plus être un problème de lieu de travail, mais un problème de société. Peut-être que ces questions ne doivent plus être débattues qu'au travail. Nous, par exemple, le droit à la déconnexion, ça fait des années qu'on dit qu'il faut prendre la personne dans sa globalité. Si une personne est addicte au numérique, je peux la soigner au boulot, mais si elle est addicte dans sa vie privée, ça ne va rien changer. Parce que la grande nouveauté quand même de cette arrivée du numérique, qui a été quand même une révolution dans le milieu du travail, c'est qu'on utilise les mêmes outils au boulot et dans le perso, en partant du principe qu'on sait les utiliser. Enfin, aujourd'hui, on vous donne un ordinateur quand vous arrivez dans une boîte, personne ne vous forme à Word, à Excel ou à Outlook. Je ne parle pas forcément de la formation technique, mais la formation même des usages. Comment j'utilise un outil mail, je n'écris pas un mail comme j'écris un SMS, etc. Alors nous, ça nous paraît évident. Ça ne paraît pas évident à tout le monde. Voilà. Et c'est pas du tout évident. Et c'est d'un problème de société aussi, parce que depuis tout à l'heure, on parle de télétravail, c'est-à-dire qu'on renvoie des gens chez eux, c'est-à-dire qu'on renvoie les gens dans leur quartier, c'est-à-dire qu'on renvoie les gens aussi dans des habitudes de vie différentes. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais il est quand même saisissant de voir qu'il y a des supermarchés qui sont pleins à 15h l'après-midi, parce que les gens, entre deux visions, vont faire leurs courses pour avoir le pic à 18h, etc. Les magasins, pendant le confinement, n'avaient pas du tout anticipé, ils se retrouvaient en pénurie de caissières. Voilà. Il y a toutes ces réflexions qui est faite sur les déplacements. On le voit en ce moment à Paris, hein, avec le problème sur le métro le vendredi, entre le vendredi et le mardi, 18% d'écart, etc. Il y a véritablement un débat de société. Il y a certaines métropoles, j'ai la chance d'intervenir pour la métropole de Nantes là-dessus, qui a eu un débat très, très intéressant, un travail très intéressant. Rennes a des travaux intéressants aussi. Voilà. Il y a des travaux aujourd'hui où on doit mettre les gens autour de la table, milieu professionnel, milieu associatif, etc., pour dire, voilà, on traite ce problème au niveau professionnel, il faut peut-être aujourd'hui le traiter au niveau de la société, parce que c'est toute la société, parce que ça dépend du point de vue où vous regardez la situation. Quand vous travaillez à la sécurité sociale, la dématérialisation des tâches, c'est un problème de travail pour vous. Et quand vous rentrez chez vous, que vous devez faire vos démarches par Internet, ça devient un problème de citoyen. Vous voyez, tout dépend de quel angle on regarde la chose. C'est-à-dire que les problèmes pour vous, qui sont un problème de travail, ça devient des problèmes de citoyens pour d'autres. Donc, on voit bien que la globalité, on doit l'avoir. Et c'est toute cette contribution aussi. Alors, je reviens aussi sur les travaux de Anne-Marie Dujarrier là-dessus, qui parlent en fait de tous ces travaux aussi qu'on fait à la place des prestataires. Avant, c'était un guichet SNCF, quelqu'un au guichet qui vous réservait votre billet. Maintenant, vous êtes content de le faire sur l'appli. Oui, mais vous faites le boulot de la SNCF, vous faites le boulot d'un agent SNCF quelque part. Qu'est-ce que vous en faites de ce truc-là? Qu'est-ce que vous faites de ça? Et je pense que c'est aujourd'hui ça, c'est que cette espèce de porosité que nous, on constate, parce que la porosité, c'est pas seulement de dire, au lieu de travailler jusqu'à 18h, je travaille jusqu'à 20h parce que j'ai laissé mon ordinateur allumé. Non, c'est que on parle du temps de travail en France, hein, on est encore très basé sur le temps de travail, les 35 heures, les 40 heures, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Parce que les 100 petits bonhommes qui continuent à travailler là-haut, vous éteignez votre ordi, ils travaillent encore le soir. Hein. Eux, ils font 24-24 là-haut. Hein. Et c'est toute la problématique aujourd'hui, c'est que la déconnexion, on a parlé des outils numériques, là, c'est la déconnexion au travail dont il faut parler. Et je pense que tout ce mouvement, en gros, qui est aujourd'hui en train de pénétrer les sociétés, ça devient difficile pour nous, organisations syndicales, parce qu'on a beaucoup travaillé sur la personne au travail, et on doit être obligé aujourd'hui de travailler sur la personne en général. Et il y a des salariés qui n'aiment pas trop qu'on parle de leur vie privée. Vous savez, le manager qui a dû rentrer dans la vie privée de quelqu'un pendant la crise Covid, lui n'était pas forcément à l'aise parce qu'il avait des problèmes auxquels il n'avait pas forcément envie de savoir que son collègue habitait avec quelqu'un de fragile ou quelqu'un de malade, etc. Parce qu'il n'avait pas toutes les réponses à lui apporter. Et je pense qu'on est aujourd'hui obligé, on travaille de plus en plus sur les salariés aidants, on travaille de plus en plus sur les... Et vous parliez des étudiants, moi je suis avec les M2 à la Sorbonne en relations sociales, et le grand sujet que je porte, voilà, c'est est-ce que vous pensez que tous ces sujets aujourd'hui qu'on porte, les aidants, les personnes, est-ce que c'est à l'entreprise ou pas de les porter? C'est intéressant parce que c'est très clivant. Les réponses sont très clivantes. Voilà. Merci Jérôme. Ce que je propose, sauf s'il y avait encore une remarque ou deux dans la salle, en tout cas, oui, je vous invite à venir. Je suis à la France Stratégie, et c'est sur la question du télétravail. Je trouve que c'est quand même intéressant. On a développé les premiers accords télétravail dans une logique qui était vraiment de l'individu, un droit supplémentaire pour les individus, avec l'idée que c'était encore marginal, qu'il n'y avait pas d'enjeu organisationnel. Ça, c'était avant crise. La crise est passée à un volume total de télétravail, sans trop se questionner encore. Et aujourd'hui, on revient sur quelque chose où on ne peut plus rester sur cette seule logique individuelle d'un droit à construire, à acquérir individuellement par rapport à des conciliations de vie perso, etc. Et je pense que moi, c'est plus la question pour les organisations syndicales.
comment gérer finalement cette tension qui est aujourd'hui de devoir, pour moi, dans l'esprit d'une démarche syndicale, remettre en avant la dimension collective et peut-être le fait de dire aux gens revenir, parce que voilà, on pense l'entreprise, on pense le collectif d'un point de vue syndical et on a plutôt cette tension-là, et en même temps une somme de demandes individuelles qui restent les mêmes, et voire qui sont amplifiées, qui sont, ben non, nous on veut toujours plus individuellement par rapport à des situations personnelles. Le télétravail, je sais pas, je le perçois un peu comme ça, y compris dans ce que je vois moi. Aujourd'hui, dans l'administration, lorsqu'on revient un peu sur ces questions de télétravail, je sens une ambivalence pour les organisations syndicales de positionnement entre cette logique très collective, qui serait dire, ben non, on essaye de recréer des espaces, etc., versus finalement ce qui est encore l'héritage d'avant, qui était d'acquérir un droit supplémentaire pour des individus. Et donc, je ne sais pas comment vous le vivez, vous, cette tension-là, mais je trouve que c'est important. Ça vaut, je pense, aussi pour les directions, et pas quand même exactement, je pense, dans les mêmes registres d'argumentation. Attention, mais pour les représentants d'une personne, je sais pas, je le perçois un peu comme ça aujourd'hui. Des fois, de se plier à une démarche qui serait d'aller avec la direction pour demander aux gens de revenir sur place. Je pense que ce n'est pas facile, y compris avec des bons arguments de collectif, enfin, qui sont souvent des arguments plus invoqués, enfin, mais qu'il faut arriver à expliquer. Voilà, qu'est-ce que ça signifie l'intérêt de revenir en présentiel. Mais voilà, cette tension, peut-être plus pour vous deux, est-ce que vous la percevez aujourd'hui avec cette inversion de l'ordre de priorité entre l'individuel et le collectif? Alors, avant de laisser, puisque c'est effectivement cette question que vous étiez plutôt adressée à tous les deux, mais je pense que comme elle transcende cette question d'effacement, vie perso, vie familiale, rapport au travail, relations sociales, je crois qu'il y a une autre question complémentaire qui va être posée. Et je proposerais que, du coup, on se fasse un dernier tour de table et que vous y répondiez dans vos dernières prises de parole. C'est à votre question. Bonjour, Isabelle Lacou, je suis médiatrice en organisation et vice-présidente du réseau des médiateurs en entreprise. Une remarque, c'est que je n'ai jamais eu autant de faits de médiation en entreprise relation de travail que depuis qu'il y a le travail hybride. Parce que les conflits, les personnes, une façon de régler le conflit, c'est de se mettre en télétravail et se croiser avec la personne avec qui on a conflit, tout simplement. Donc, c'est comment vous envisagez ça aussi au niveau syndical et comment remettre du lien, parce que pour le coup, dans ces cas-là, il y a une communication complètement rompue. Et puis, c'est le manager qui se retrouve en courroie de transmission entre les deux personnes ou entre les services qui ne sont plus en communication. Et ça a un effet sur le collectif, sur la substance. Merci. Bon, du coup, effectivement, dernières questions qui sont toujours orientées vers nos deux représentants syndicaux. Donc, je vous invite à la fois à répondre aux questions et puis à dire votre mot de la fin. Et on va finir ensuite le tour de table avec nos autres intervenants. Mathieu ? Ouais. Du coup, il en profite. Ça lui permet de réfléchir. Allez, vas-y, monsieur, comme ça, on va faire la… Voilà. Le point de tension principal, finalement, il y a deux aspects. Il y a pour le management de proximité, qui va se retrouver entre potentiellement une injonction de sa direction de ramener les gens davantage sur site et des desiderata des personnes de son collectif de travail de faire plus de télétravail. Et donc, après, voilà, où est-ce qu'il va mettre le curseur, donc, à la fois ne pas être trop dirigiste, et aussi ne pas avoir le sentiment d'être départi de sa prérogative d'organiser son collectif. Donc là, il y a un réel point de tension pour ce management-là. L'autre point de tension, c'est dans les entreprises où il y a des postes considérés éligibles et des postes considérés non éligibles au télétravail. En général, malheureusement, l'effet de bord, c'est qu'on va volontairement ou involontairement ériger le télétravail en une forme de privilège, de récompense. Et alors, le pire du pire, c'est des accords qui prévoient de compenser ceux qui ne sont pas éligibles au télétravail parce que, voilà, du coup, forcément, dans l'esprit collectif, le télétravail devient un cadeau, un bonus, un privilège. Et malheureusement, la tendance de l'humain, c'est de s'accrocher à ceux qui tirent le plus. Donc, ceux qui en profitent pour mettre leur famille au vert en bénéficiant du télétravail, ils vont s'accrocher à ça et abandonner tout le reste. Ça, c'est les deux points de tension principaux, je trouve. Après, il faut essayer de laisser les choses s'organiser un peu naturellement et enfin, moi, je vois assez naturellement le cas dans mon entreprise où les gens vont assez naturellement demander de pouvoir faire 5 jours de télétravail et finalement, on n'effectue que 3. Et quand on arrive à cette forme un peu d'organisation naturelle, ça coule un peu de source. Sur le deuxième point, c'est pareil, c'est la même chose.
il n'y a pas de raison qu'il y ait davantage de conflits entre deux contributeurs individuels. Après, le conflit contributeur-manager, en général, il va être souvent lié à une cause extérieure, donc soit des injonctions contradictoires, comme je le disais, entre les souhaits de la hiérarchie et les souhaits du contributeur individuel. Et ça ne devrait pas exister différemment de précédemment. La solution va être peut-être différente. Après, avoir davantage recours à la médiation, est-ce que ce n'est pas finalement un bien? Donc, est-ce qu'on a davantage de conflits ou est-ce que finalement ils sont mieux exprimés et donc il y a plus de médiation et qui vont être mieux réglés pour le coup, alors que malheureusement, il y a quand même beaucoup de hiérarchies qui vont fuir le conflit quand il existe, même quand il est identifié, et la situation va pourrir jusqu'à un point de non-retour où à la fois le pire des cas, on va se retrouver avec un salarié en souffrance au travail, et dans le meilleur des cas, on va le changer de manager. Et donc finalement, la médiation, c'est un bien pour un. Merci, monsieur. Jérôme? Oui, alors, sur la question individuelle versus collectif, c'est que nous, quand on négocie pas hors sol, en fait. Et on est où aujourd'hui? On a individualisé les rémunérations, on a individualisé les objectifs, on a individualisé les problèmes. Ce n'est pas l'organisation qui a un problème, c'est toi, on va te mettre un coach. On a tout individualisé dans la relation de travail. Et le problème, c'est que j'ai toujours tendance à dire que le travail à distance est un miroir grossissant. Ce qu'on ne voyait pas forcément toujours quand tout le monde était présent, etc., ça a énormément explosé avec le télétravail. Et aujourd'hui, les entreprises, et ce n'est pas nous qui le disons, c'est que les directions nous le disent dans les négociations, c'est comment on réinjecte du collectif dans tout ça. Qu'est-ce qu'on fait collectif? Et quand vous arrivez sur le terrain, quand les directions arrivent sur le collectif en disant le télétravail doit être mis en place dans le service par un discours collectif, les salariés disent pourquoi je devrais dire pourquoi mon collègue m'empêcherait de faire mon télétravail? Parce que ça, c'est une deuxième chose, c'est que le télétravail est devenu un droit. Essayez de mettre une réunion à quelqu'un un jour où il a télétravail. Et il vous sort la croix et l'ail, hein. Ça devient complètement dingue. C'est impossible. C'est qu'aujourd'hui, et derrière ce télétravail, c'est pas que le télétravail, c'est que les considérations personnelles, les obligations personnelles prennent autant de poids que les obligations professionnelles. Et le manager, il doit gérer ça aujourd'hui. Il doit gérer cette problématique de comment je fais revenir les gens, etc. Il y a une problématique, on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est la semaine de 4 jours, hein, qui est en train de se développer et qui pose exactement les mêmes problèmes. Ça repose évidemment toujours sur le manager de proximité qui doit justement, lui, se payer des injonctions d'en haut où on lui parle de collectif et gérer des individualités en bas. Parce que les managers de proximité ont énormément souffert pendant la crise. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, mais nous, l'autonomie qu'on nous demandait de donner à nos salariés, d'être super cool, de mettre moins de pression, etc. Mais nous, les gens au-dessus, ne nous la mettez pas, ça. Ne nous donnez pas cette latitude. Il y a quand même les objectifs. Hein. Jean-Patrick, c'est bien, tu es un manager sympa, il faut quand même délivrer à l'arrivée. Donc, ils nous ont dit, mais ouais, c'est super, on aimerait bien. Et donc, je pense que la notion de collectif, elle était déjà énormément effritée avant, est venue se coller cette situation de télétravail et d'autonomie, etc. Et c'est évidemment très compliqué là-dessus. Et l'idée même de faire collectif, et je reprends ce que disait Mathieu, ça sera le truc de fin, parce que c'est quelque chose que j'ai vécu il y a quelques semaines de ça. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tensions en ce moment sur les salaires avec les organisations syndicales, pas seulement dans les stations-service. Et il y a une salariée dans une boîte où il y avait le flex office qui avait dit exactement ce truc-là, qui avait dit « Et s'il est pour les emmerder comme mouvement de grève, on venait tous le même jour au boulot. » Vous voyez, vous vous dites qu'aujourd'hui, faire un mouvement qui pourrait empêcher la direction, c'est que tout le monde vienne au travail. Vous prenez la DeLorean de Retour vers le futur, on est 50 ans en arrière, vous dites ça aux gens, ils se tapent sur la cuisse. Voilà où on en est aujourd'hui. Et c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il va falloir, avec tous ces trucs-là, il va falloir remettre du collectif. Et nous, on en a besoin de ça. Mais nous, ça fait des années, organisations syndicales, qu'on dit qu'il faut du collectif, etc. On était regardés comme des doux rêveurs, comme des passéistes même des fois. Hein. Des passéistes, des gens qui vantaient l'ancien modèle, etc. Avec la télé en noir et blanc et Michel Drucker. Voilà, et c'est plus le cas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'est plus regardé de la même façon, c'est de se dire, ah ouais, mais purée, il va falloir quand même délivrer le projet, il va falloir quand même motiver les gens pour qu'ils reviennent, etc. Et aujourd'hui, les directions disent, comment faire venir les gens au boulot? Comment faire venir les gens au boulot? Il y a des boîtes qui commencent déjà à se poser la question. On disait, la crise sanitaire, elle n'a pas 10 ans. Hein. On n'a pas 10 ans derrière nous de retour. Ça vient d'arriver là. Et les gens qui ont déjà signé des accords de travail le regrettent, certaines boîtes.
Jérôme, Anne? Oui, je voulais rebondir sur ce que dit Jérôme, puisque en fait, je vous le disais, nous, notre premier accord de télétravail, c'était 2016. Et en fait, cet accord, il commençait à être renégocié en 2019, donc juste fin 2019, juste avant le confinement. Et on était exactement dans cette situation avec des managers, pour certains, qui éprouvaient des difficultés face à cet accord de télétravail, qui était finalement devenu plutôt effectivement un droit aux salariés à être en télétravail tel jour. Et donc, le jour où on colle une réunion d'équipe, et ben non, je ne peux pas, c'est pas j'ai piscine, mais j'ai télétravail, etc. Donc, pour certains managers, vraiment une difficulté à faire vivre le collectif dans ce cadre-là. Et donc, l'accord de télétravail qui était en train d'être renégocié fin 2019 et donc début 2020 avant le confinement, prévoyait plutôt en fait un cadre plus strict et de redonner en fait aux managers la possibilité, une meilleure possibilité de faire vivre le collectif. Bon, évidemment, le confinement est arrivé, les règles ont changé, etc. Néanmoins, dans l'accord de télétravail qui a été négocié en mars 2022, on a conservé quand même cet aspect de redonner aux managers la possibilité, par exemple, d'imposer ou de convenir avec leurs équipes d'un jour où tout le monde revient, d'un jour où tout le monde est ensemble, fait autre chose que ce qu'il fait à la maison, etc. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Ça peut se faire dans le cadre des réunions d'équipe. Je sais que moi, très tôt, quand on est revenu en tant que manager, j'ai imposé un jour où tout le monde est là parce que je considérais que si on revenait au bureau, il fallait que ça ait du sens. Et donc, je ne reviens pas au bureau pour être tout seul devant mon écran avec mon casque sur les oreilles et juste être à côté de mes collègues, en fait. Donc, voilà, tout ça, c'est redonner du sens, on en a parlé. C'est retrouver aussi la place de l'informel, ça, on en a assez peu parlé. Moi, je pense que les salariés, en fait, en tout cas chez AXA, ils n'ont pas demandé à revenir à être en télétravail à 100%. Et même si, quand on est revenu du confinement, ça a été difficile, moi, je me rappelle les premiers temps au bureau, toute mon équipe était revenue parce qu'effectivement, le lundi, j'avais demandé à ce que tout le monde revienne, mais les gens ne se parlaient plus. Mais sauf que maintenant, un an après, les gens ont recommencé à se parler et je n'ai même pas besoin de leur dire que le lundi est obligatoire. En fait, le lundi, ils viennent. Et franchement, je pense qu'ils sont contents de venir. Voilà. Et ils sont contents le lendemain d'être chez eux, il n'y a pas de sujet. Donc, je pense que l'hybridité, c'est ce que je vous disais, c'est devenu la norme, c'est devenu naturel. Les gens sont contents d'être en télétravail. Ils font des choses qu'ils ne font pas quand ils sont au bureau. Et quand ils sont au bureau, ils font des choses qu'ils ne font pas chez eux. Ils voient leurs collègues, ils voient leurs managers. Alors, c'est sûr, on passe beaucoup plus de temps à la machine à café. Mais n'empêche qu'à la machine à café, tout le monde se ressource en énergie, recharge les batteries et en fait repart chez lui avec quelque chose qui s'était effiloché au fil de la semaine d'avant. Voilà. Et puis je voulais aussi, excusez-moi, je prends peut-être beaucoup de temps, mais revenir sur la notion de flex office et peut-être apporter une vision un peu plus positive que ce qu'ont pu faire Mathieu ou Jérôme. Donc Jérôme a parlé de flex office. Chez AXA, on parle de smart working. Bon, donc ça peut faire sourire. N'empêche que smart working, c'est pas que je mets les gens en télétravail et je réduis le nombre de bureaux. C'est aussi quel cadre de travail je donne aux collaborateurs pour qu'ils prennent plaisir aussi à venir, au-delà de voir leurs collègues et aller à la machine à café. C'est offrir un cadre agréable, un cadre propice à la collaboration, au partage, à la créativité. Et donc, effectivement, il y a moins de bureaux par personne. Il y a moins de places personnelles par personne. Mais il y a aussi plus de places de salles de réunion, de places de salles un peu bizarres, de partage, d'hybridité, etc. Et au final, franchement, moi, je trouve que ça marche super bien. Voilà. Et il y a aussi beaucoup d'échanges entre équipes, c'est-à-dire que moi, je suis sur un plateau que je partage avec d'autres directions. Et quand on a dit, OK, maintenant, on est en smart working, comment on s'organise? On a commencé par réfléchir entre managers pour savoir quelles équipes préféraient venir tel jour, quelles équipes préféraient venir tel jour. Et finalement, chaque grande direction a un jour, on va dire, imposé, concerté en règle d'équipe. Et puis les autres jours, les gens viennent quand ils veulent. Alors effectivement, ils doivent en théorie réserver leur place, donc ça met un peu de temps à se faire, on va dire. Mais en tout cas, voilà, les gens viennent sans difficulté, ils prennent plaisir et franchement, nos locaux en smart working, ils sont plutôt sympas. Donc ça contribue à faire venir les collaborateurs au bureau. Voilà. Et puis par ailleurs, je vais m'arrêter là, effectivement, l'entreprise a mis aussi des choses en place pour que les collaborateurs aient une situation de travail chez eux
plus favorable avec le financement d'un écran, d'un fauteuil ergonomique, etc. Donc après, ça gommera jamais les inégalités sociales avec des gens qui sont en télétravail dans un studio partagé avec leur conjoint qui est également en télétravail. Et là, la situation est parfois insoutenable. Mais en tout cas, ça leur permet d'avoir quand même de meilleures conditions. Merci Anne. Pauline? Moi, juste pour rajouter un mot sur ce qui a été dit, tous les questionnements sur le télétravail, les gens qui demandent 5 jours, etc. Pour moi, c'est juste l'illustration d'un questionnement sur leur activité. Et on l'a dit plusieurs fois, en fait, ceux qui veulent être en télétravail 5 jours, c'est qu'il y a un problème au travail. Et donc, ça explique aussi des médiations plus fortes. Si je veux bien être là, si je veux être bien être là et que je suis contente de venir, en fait, ça montre aussi qu'il y a un management de continuité qui est performant. Pour moi, une négociation des demandes individuelles, c'est juste une illustration d'un problème plus global sur l'organisation du travail et sur ce que fait l'entreprise et sur ce que fait le manager de proximité. Donc, on est sur un sujet, et ça a déjà été dit, hein, on illustre juste un problème qui était déjà sous-jacent et qui a été en fait, on a eu un système de loupe, on a un problème et puis le fait qu'il y ait le télétravail possible, en fait, moi ça se passe pas bien, moi je reste chez moi, je suis tranquille, je fais des machines, enfin bref. Et puis comme ça, je résous le problème de mon activité qui ne se passe pas. Et on l'a vu aussi, on a pas mal de personnes qui ont réfléchi à créer une entreprise, etc., où il y a toutes ces questions sur, en fait, je vais faire autre chose parce que j'ai le temps aussi de faire autre chose, je suis en télétravail. Donc pour moi, ça a vraiment été un effet loupe et qui continue, ce travail hybride continue à être un effet loupe parce qu'il pose question aux entreprises. Merci Pauline. Edmaël, alors ça sera vraiment le mot de la fin. On a des demandes, des prises de parole, mais malheureusement, on va devoir... Non, mais j'aime bien, du coup, c'est bien parce qu'on est revenu sur le révélateur que j'avais dit en introduction. Je crois vraiment qu'aujourd'hui, le travail, il a profondément changé et qu'aujourd'hui, avant, c'était un peu la minorité, les gens qui avaient des professions intellectuelles. Aujourd'hui, quasiment tous les gens qui travaillent dans des bureaux ont des professions intellectuelles. Et le travail qu'on a aujourd'hui, les règles qu'on a, c'est pas pour des professions intellectuelles. Quand on regarde le code du travail, il y a beaucoup de règles pour organiser le travail physique. Et pour prendre soin de la santé mentale des gens, il n'y a pas beaucoup de solutions dans le code du travail. Et c'est là où le dialogue social est important, où il faut être créatif parce que les outils, ils sont pas là sur la table, ils sont inexistants. Quand on veut faire reconnaître un burn-out, c'est pas facile. Ça peut se faire reconnaître, mais c'est pas facile. C'est pas considéré comme une maladie professionnelle. C'est hors tableau. Pour autant, quand on fait une crise cardiaque au bureau pendant le temps de travail, c'est un accident de travail. Donc c'est là où il faut revoir un petit peu les choses, les remettre en considération et être beaucoup plus créatif à tous les niveaux. Merci, je pense que c'est une belle conclusion. En tout cas, je ne sais pas si elle est belle, mais en tout cas, elle n'est peut-être pas forcément aussi optimiste qu'on pourrait espérer, en tout cas sur des sujets qui sont importants. En tout cas, vraiment merci. Félicitations à RDS aussi de vous avoir tous choisis parce qu'on a vraiment une très forte hétérogénéité des points de vue. Encore une fois, comme on l'a dit, pas forcément contradictoires, juste des points de vue différents, avec des regards qui viennent aussi de vos expériences et de vos expertises respectives. Donc, merci, je pense qu'on a été assez complet. Désolé à ceux qui ont levé la main à distance, mais c'était un peu compliqué compte tenu du timing. On aurait pu se rajouter encore une demi-heure, mais je crois que le timing est ce qu'il est. Donc, il faut qu'effectivement, on respecte le temps qui nous est imparti. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Et je laisse la parole à Maud, la conclusion et puis perspective. Merci. Déjà, moi, je pense qu'on peut les applaudir. Oui. Merci. Le mot de la fin, c'est pas le mot de la fin, c'est le mot du début de la semaine, donc on continue les jours suivants. Mais un mot que je retiendrai, c'est le mot inventif. Inventif dans les usages numériques, inventif peut-être aussi dans la négo des accords. Tiens, Jérôme, avec les négociations sur des accords pour revenir sur le lieu de travail. Et puis peut-être inventif aussi dans le code du travail. Je veux dire, le travail est plutôt formalisé pour ceux sur les professions peut-être moins matérielles et pas intellectuelles dans les bureaux. Voilà. Merci. Puis merci aussi à
à Aurélien Colson pour l'accueil et les contrats de locaux. Nous sommes obligés de partir. Merci à tous. Bonne soirée. Merci.